que tu veux parler de tout. On va parler de la manipulation mentale. Est-ce que ça existe ? Bah oui. Oui, la manipulation mentale existe. Le thème, il me le sort direct. Il me dit, est-ce qu'on peut commettre un meurtre sous hypnose ? Et il me dit, démerdez-vous avec ça. Je dis, ok, je relève le défi. Vous voulez le voir ? Je vais vous le montrer. C'est que tout le monde est suffisamment hypnotisable. C'est pareil, on s'est aperçu que le gars qui avait essayé de tuer le pape avait été mis sous hypnose. Parce que souvent on parle d'hypnose et c'en est pas. Et ça aussi c'est quelque chose qui m'énerve souvent, sans problème. Ils font des anesthésies sous hypnose. Oui, oui. Des choses qui toi vraiment t'ont marqué. Yo les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, ça va être passionnant, ça va être excitant, je suis avec le grand Dan Chapman les amis, je suis vraiment excité à l'idée de faire cet épisode. Dan est une personne que je connais depuis longtemps, Dan a contribué à mon évolution, à ma vie j'ai envie de dire, on en parlera lors du podcast mais vous sentez un petit peu mon excitation et on va parler aujourd'hui d'hypnotisation, je sais pas si ça se dit ça comme ça, mais en tout cas Dan, les amis, est hypnotiseur depuis maintenant 45 ans. Il a hypnotisé en groupe ou en individuel lors de ses consultations plus de 100 000 personnes. On parle d'une personne qui a une vraie expérience, une vraie expertise. On va parler de subconscient, de conscient, de changement d'état de pensée, de changement de vie, de mindset et bien sûr d'hypno, je ne sais même pas comment on dit, hypnotisation. Dan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Et est-ce que tu vas bien? Je suis là, il n'y a pas de problème, bien sûr, je suis là. Pour toi, pas de problème, je suis là. Alors oui, bon, pour me présenter, Dan Chapman, tu m'as donné déjà le nom, donc c'est bien. 69 ans, hein, voilà, donc ça va faire effectivement 45 ans, un peu plus de 45 ans que j'exerce. Voilà, et effectivement, le décompte aujourd'hui, je pense qu'on a largement dépassé les 100 000 d'ailleurs. Personne hypnotisée. Largement. Alors on dit hypnotisation, il n'y a pas de problème. Ouais. Et le job, hypnotiseur et hypnologue, hein, tout simplement. Voilà, et donc depuis, j'ai commencé en fait en 78, donc ça fait un bail. Génial. Voilà. Magnifique. Je vais te laisser raconter un peu ton parcours, mais j'aime bien en début de podcast poser le contexte. Vraiment, au moins, on met les choses à plat directement. Les amis, vous le savez, mon but ici, c'est qu'on parle de plein de sujets. Vous l'avez vu dans les épisodes. Là, on va parler d'un sujet qui est passionnant. On va parler à ce qui touche vraiment à la psychologie, à l'état d'esprit, au subconscient, avec une approche qui est l'approche de l'hypnose et avec une personne qui maîtrise. Et je tiens à le dire, c'est important, je pose le contexte. Dan, je vous l'ai dit, ça fait plus peut-être de 6 ans que je le connais. Je suis passé dans son cabinet à de nombreuses reprises. Il a pris mon cerveau, il en a fait une machine de guerre. Et il est très important pour moi dans mon parcours parce qu'il m'a aidé à débloquer beaucoup de choses, à travailler mon subconscient. Et je le précise, ce n'est en aucun cas l'idée de faire une publicité ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce qu'il a des choses magnifiques à apporter. Et c'était l'une des premières personnes en hauteur de ma liste pour ce podcast. Donc, je suis très heureux de t'avoir, mon Dan. Tonton Dan, comme on t'appelle dans le jargon. Et je vais te demander donc de m'expliquer, s'il te plaît, alors moi je le connais, mais pour tout le monde, ton parcours. Mais vraiment, tu sais, un peu le côté terre à terre, pied sur terre, parcours académique, études, psychologie, comportemental, tout ce parcours-là, les écoles, tout ça. Et après, on va aller un peu plus dans la tête dans les nuages, on va dire. Ok, on va commencer par un élément important quand même. J'ai commencé effectivement l'hypnose, allez, je devais avoir 13-14 ans. Voilà. Donc passionné de phénomènes un peu parapsy ou autres, je ne sais pas, j'étais un peu parti là-dessus. Et très rapidement, je me suis pris au jeu de pratiquer l'hypnose, notamment sur des copains en classe. Je trouvais ça très marrant. Les professeurs un peu moins, parce que en fait, j'hypnotisais les copains sous les préaux, et quand ça sonnait, j'étais tout seul à rentrer, il y en avait 4-5 qui dormaient sous les préaux. Donc j'ai eu la chance d'avoir quelques soucis avec l'éducation nationale, puisque je me suis fait éjecter quand même de 2 écoles durant le primaire et le collège. Voilà. Donc allez, ça c'est pour l'anecdote, mais bon. Donc passionné d'hypnose depuis toujours, j'ai décidé en fait d'en faire mon job assez rapidement. Autour de 17-18 ans, je dis bon allez, pas de problème, je vais faire de l'hypnose. Donc arrive le moment classique, on connaît tous, où les parents te demandent en général ce que tu as envie de faire. Donc moi, bien sûr, j'arrive, je vais faire hypnotiseur, pas de problème. Ça m'a valu 10 ans de marine nationale,
hein, donc en fait, je me suis retrouvé en fait dans la marine nationale, hein, je pense que les Mmh. parents voyaient ça d'un œil un petit peu différent. Voilà, où j'ai fait donc ces 10 années, où j'étais comme officier marinier, tout, etc., etc. Au bout de 10 ans, j'avoue que je m'embêtais un petit peu, et puis que j'avais toujours cette idée-là en tête, c'est l'hypnose. Ça m'a pas lâché, et ça me lâche pas même encore aujourd'hui. Donc voilà. Et donc j'ai quitté la marine. Et je me suis lancé en fait dans le domaine de l'hypnose. Donc ça remonte à 78. Alors dans la marine, j'avais commencé à travailler en fait sur tout ce qui était psy. J'ai commencé les études, voilà, discrètement. Après, bon, alors on parlait d'études. Alors voilà, bon, j'ai fait des études de psy, notamment sur le plan de tout ce qui est thérapie comportementale et cognitive, avec des rencontres bien précises. On en parlera plus tard de toute façon. Et puis ensuite, un gros travail sur une école que j'affectionne vraiment, c'est l'école de Palo Alto aux États-Unis, qui est une école qui prône le changement. Alors ça j'aime bien, moi j'aime bien le mot changement, hein, parce que les thérapies ou les systèmes qui ne marchent pas, c'est pas mon truc. Donc j'ai conservé d'ailleurs de la marine ce côté très efficace. Voilà, j'aime bien Mmh. l'efficacité, moi un rien ça fait deux, on peut me raconter ce qu'on veut, il faut que ça marche. Voilà, ça c'est mes démarches. Et donc, deuxième école qui était celle de Palo Alto et qui m'a permis d'aller vers vraiment quelque chose de très structuré. Voilà. Donc, au niveau études, ben, écoute, quelques masters qui traînent, hein, voilà, de différentes écoles. Mmh. Voilà, si en niveau aujourd'hui, bon, en équivalent d'un doctorat, hein, en fait, si on met tout l'un derrière l'autre. Je suis d'origine franco-britannique, donc une partie des études aussi faites en Angleterre, parce que, bon, effectivement, c'était plus simple aussi pour moi, pour certaines choses. Voilà, donc à peu près ce que je peux te dire, déjà au moins au niveau de tout ce qui est études et parcours. Voilà, hein. Et après, l'évolution qui s'est faite au fur et à mesure des premiers cabinets, de tous les secteurs dans lesquels j'ai pu bosser, mais on va le voir en détail, et bien sûr, tout à l'heure. Tu peux en parler là, hein, c'est intéressant de ce cheminement quand même assez grossi, mais quand même, n'hésite pas à en parler, hein, les cabinets, les premiers spectacles, les premières consultations. Voilà, un parcours quand même détaillé, c'est Alors, intéressant. On tout ce pose qui vraiment est... le cadre avec ça. Ouais, ouais, ouais. Alors déjà, le côté hypnose, effectivement, les premiers essais que j'ai faits, en fait, en public, bon, alors toujours avec un côté quand même... c'est pas l'hypnose de spectacle pur, hein, c'était toujours avec un but, malgré tout, scientifique. Voilà, donc avec une approche qui était quand même un petit peu sérieuse. Bon, j'ai fait beaucoup de conférences avec des démonstrations derrière voilà, qui m'ont permis effectivement de développer aussi, je pense, un savoir-faire, hein, ça c'est clair. D'ailleurs, c'est en se confrontant, en se heurtant justement à notamment ce qu'on appelle l'hypnose collective, où on a 25, 30, 50, 100, 200 personnes dans une salle, qu'on arrive effectivement à de bons résultats. Et je dis souvent à mes élèves, puisque je fais encore des formations, qu'il est important également de se confronter à ce genre de choses, hein, pas simplement que de l'individuel. Voilà. Le parcours, c'est pas compliqué. La première rencontre vraiment sérieuse, c'est avec Jean-Renaud Bajolet qui était sur Paris, qui dirigeait en fait le groupement national des hypnotiseurs de France. Tout jeune, je me suis dit, bah, tiens, tout compte fait, je vais essayer de rentrer chez eux, parce que c'était un peu j'allais dire le groupement référence, hein, de l'époque, hein. Mmh. Il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs, hein. J'avais 3 ou 4, mais enfin celui-là était vraiment le truc, c'est vraiment le groupement le plus intéressant, et où en fait il y avait que des sommités. Bon, ça dira pas forcément ça va pas rappeler à tout le monde les noms, mais on avait le professeur Chouchard, on avait le professeur Chertok, enfin il y avait des grosses pointures. Et moi, bon, culotté, je suis arrivé là, je dis bon, bah, j'aimerais bien rentrer chez vous. Donc, Mmh. le professeur Bajolet m'a écouté pendant un certain temps, et au bout de 2 heures de discussion, il m'a dit: oh, bah, écoutez, de toute façon, avec la voix que vous avez et le style que vous avez, j'ai pas grand-chose à vous apprendre, et c'est OK, vous devenez membre chez nous. OK, donc je rentre au groupement national. Euh, du groupement national, assez rapidement, bah, il fallait un délégué régional pour le sud de la France et les DOM-TOM pour pouvoir implanter l'hypnose. Et je me suis retrouvé en fait à être choisi, hein. On a dit, bah, voilà, vous allez vous occuper du sud de la France, donc pour l'implantation, et DOM-TOM, Réunion, etc., etc. Et à partir de là, on continue. Et puis quelques années plus tard, je me suis mis à la formation des hypnos, sur place, sur Paris, sur Lyon, Marseille, un peu partout. Et je suis devenu, en fait, pompeusement, on appelle ça maître formateur du groupement national des hypnotiseurs de France, qui aujourd'hui n'existe plus, hein. C'est un groupement qui malheureusement Mmh. a été soldé par la suite, parce que bon, le président est décédé, enfin bon, etc. On va passer l'historique.
Et ouais, donc, je me suis retrouvé avec ce titre-là et à l'implantation de X cabinets parce que j'étais tellement passionné que j'ai eu des cabinets, je dois être à 25 ou 30 aujourd'hui, hein, d'ouverture Hmm. dans plusieurs régions. Voilà, donc ça a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Et les secteurs dans lesquels j'ai pu travailler, bah, il y a le secteur clinique, bien sûr, parce que c'est quand même la partie la plus fréquente au niveau de l'hypnose. Et aussi, à part le secteur clinique, tu as aussi le secteur développement de sportifs de haut niveau. Et Hmm. ça, c'est quand même quelque chose qui est aussi assez important. Et puis, rapidement, enfin, un petit peu plus tard quand même, 1987, j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, mais les gens qui viennent en cabinet, qui sont dépressifs, qui dorment mal, qui sont stressés, tout ça, en fait, si on regarde bien, c'est exactement les mêmes symptômes qu'on a dans les entreprises. Alors, donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller faire de l'hypnose dans les entreprises. Alors là, on m'a pris pour un fada complet, hein, comme on dit à Marseille. Ils ont Surtout, dit, là, j'imagine, en 87. voilà, surtout en 87, donc premier séminaire avec Sopiquet, Orangina, enfin, avec d'autres boîtes, Kiteco, Air France, ouais, machin. On est parti là-dessus, donc on passait vraiment pour des fous, hein. Je pense qu'on aurait été quelques siècles avant, on me foutait sur un bûcher direct, hein. Mais bon, là, c'est passé quand même, et à partir de là, bon, effectivement, ben, on a continué en fait au niveau du développement des entreprises, ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'ai une partie du business qui est sur Sophia Antipolis et sur les entreprises, qui est un peu la petite Silicon Valley française. Et c'est vrai que voilà, maintenant on commence à en parler un peu plus. Alors les premiers Hmm. séminaires, on les a fait sur le tabac, le stress, c'était le grand truc. Puis maintenant, on parle beaucoup de management et de marketing sous hypnose. Donc c'est vrai que c'est quand même une ouverture vachement importante. Plus tard, 2012, là je te donne les dates les plus marquantes. Très bien. Une idée me vient par le biais d'un ami qui est chirurgien, qui a sa fille qui a un problème de dépression très très sévère suite à une relation amoureuse qui finit relativement mal. Et à partir de là, je me retrouve en fait avec ce chirurgien qui me dit, bon, est-ce que tu peux t'occuper de ma fille? Je dis, ouais, pas de problème. Oui, mais elle est en Californie. Ok, et je fais comment? Ça serait bien, tu pourrais peut-être le faire par Skype. Ok, bon, bah, nous la partie en fait avec Skype. Voilà, donc je fais un test, on solde le problème de la personne, et puis je me dis, bon, bah, on va garder ça, c'est pas mal la téléconsultation. Alors maintenant, on en parle, c'est courant hein, pour tout le monde, hein, toutes les professions, Hmm. mais à l'époque, 2012, voilà. Et donc je parle là-dessus. Je parle là-dessus, et en fait, je m'aperçois que c'est pas 5% ou 10% de la patientèle qui vient, c'est 20, c'est 25, c'est 30, et puis ça permet de toucher tout le monde, partout. C'est-à-dire Hmm. que, bon, là, j'ai des personnes, ce matin, j'avais quelqu'un qui est en Nouvelle-Zélande. Bon, j'en ai à Mayotte, j'en ai à La Réunion, j'en ai en Martinique, en Guadeloupe, j'en ai partout, de toute façon. Voilà, donc à partir Hmm. de là, ça permet à n'importe qui de pouvoir faire de l'hypnose directement chez soi. Voilà. Bon, ça, c'est les grandes périodes, et puis bon, il y a encore d'autres projets, mais ça, tu me connais, tu sais comment je fonctionne. Il y a un nouveau projet encore qui est en cours, notamment sur des conférences avec démonstrations et également des séminaires, mais avec voilà, on sera avec des plans médias relativement appuyés, avec télé et tout. On est en train de monter ça en ce moment. Voilà, donc Magnifique. voilà. Donc, les amis, vous avez devant vous une personne, je le répète, c'est important, qui a de l'expérience, qui a vu beaucoup de patients. Et quand on dit de l'hypnose, vous l'avez compris avec Dan, ce n'est pas uniquement la partie spectacle. Peut-être que Dan a eu cette partie-là, on en parlera, parce que je lui demanderai des anecdotes, ça m'intéresse. Mais là, on parle vraiment, les amis, d'une partie thérapeutique, psychologique, clinique, qui viennent aider le patient dans sa vie de dépression, de problèmes, de blocage, de peur, de surperformance. Voilà, donc le nombre de personnes que tu as pu aider. Et au nom de tous ces gens, je te remercie publiquement devant tout le monde, parce que même moi, tu m'as beaucoup aidé, ma maman, des personnes de ma famille. Donc, c'est vraiment un métier que je trouve extraordinaire, par une méthodologie qui est extraordinaire, et c'est de ça dont on va parler. Parce que j'ai des questions que je t'ai peut-être jamais posées et que les gens se posent. Et je précise, Dan, je vais poser volontairement des questions bébés, un peu, tu sais, pour que ça puisse parler absolument à tout le monde et qu'on prenne les choses un peu à la base. Et déjà, la base qui m'intéresse et qui nous intéresse, avec des mots simples, quelle est la base de l'hypnose? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Ta compréhension à toi? En quelques mots, commençons par la base. Alors, on va passer sur la définition de l'hypnose qui est donnée aujourd'hui, voilà, ou de toutes les définitions qui sont données aujourd'hui. C'est un état modifié de conscience qui peut aller très loin, puisque des fois, bon, on a des changements
d'ondes en fait qui se font au moment de l'hypnotisation, qui peuvent aller très loin avec même des phénomènes d'amnésie au réveil d'une partie de la séance. Donc souvent j'ai pour habitude de dire, pour définir l'hypnose, pour essayer de faire comprendre aux personnes, c'est une modification de conscience. On n'est jamais inconscient sous hypnose, bon ça c'est clair. On ne dort pas sous hypnose non plus, hein, je vais essayer de bien faire simple. Même si on emploie, nous, les termes de dormir et de sommeil, c'est juste une Mm. association d'idées qui permet à la personne de se laisser aller beaucoup plus facilement. Par contre, on ne dort jamais sous hypnose. La définition souvent que je donne, moi, c'est être là sans être là. Une espèce d'état qui ressemblerait un petit peu, pour essayer de vraiment d'expliquer aux personnes, Mm. à ce que tu peux ressentir quand tu te lèves le matin. Tu commences à percevoir des sons, tu n'es pas encore réveillé. C'est une espèce d'état un peu entre deux. Bah, Mm. l'état d'hypnose, ça ressemblerait un peu à ça. Voilà. Je préfère être simple parce que les définitions avec 10 phrases hyper scientifiques et cliniques pour expliquer, c'est pas la peine, on s'y perd. C'est pas la peine. Donc voilà, un état qui est un état modifié de conscience, ça on va le garder, mais c'est vrai que ce n'est surtout pas un sommeil. Par contre, l'avantage de l'hypnose, et ça c'est important, c'est que, on reviendra dessus d'ailleurs certainement plus tard, c'est que sous hypnose, on va avoir une rétention de programme ou de tout ce qu'on peut avoir, soit en clinique, soit en développement sportif, soit en entreprise. On va avoir une rétention de programme et une restitution de programme qui va dépasser les 90%. Alors ça, il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui permet de le faire. Donc en fait, si on prend, je prends une formation par exemple. Une formation, pour en chiffre réel, 15 heures d'hypnose, ça correspond à 75 heures d'une formation classique, minimum. Apprendre une langue étrangère, un module qu'on les faisait à l'époque, nous, avec le Centre Alpha Programme à Toulouse, pour les chefs d'entreprise, on apprenait l'anglais sur des modules de 50 heures. Les 50 heures correspondaient à 250 heures d'une formation classique. Alors, je ne te Mm. dis pas les gains de temps, les gains d'argent d'ailleurs aussi, hein, pour les entreprises, c'est vraiment une efficacité qui est assez redoutable. Dans le domaine clinique, c'est exactement pareil. Là où on va avoir des thérapies ou des coachings aussi, hein, puisque pour les entrepreneurs et autres, bon, c'est vrai que ça va durer, allez, 3 mois, 4 mois, mais vraiment un grand maxi, avec des programmes vraiment poussés. Ça va couvrir facilement des 4-5 ans d'une thérapie classique. Ou des fois, on n'a pas le Mm. résultat en plus. Voilà. Donc c'est vraiment Ok. l'hypnose, il faut le considérer comme un outil, c'est un accélérateur de processus. Ça aussi, c'est important de le voir comme ça. C'est un outil, voilà. C'est ce qui permet d'aller plus vite. Alors souvent, je donne cet exemple quand je fais les conférences. Je prends toujours l'exemple du tunnel sous la Manche. Bon, on a décidé de faire ce tunnel entre la France et l'Angleterre. Et en fait, il y a eu deux systèmes pour le faire. Premier système, on y allait à la pioche. Bon, on y sera encore, hein. Deuxième système, Mhm. où on a pris des tunneliers et on est passé nettement plus vite. L'hypnose, c'est ça, c'est le tunnelier. Voilà, c'est ce qui permet vraiment d'avancer. Souvent, j'emploie le terme de TGV, de thérapie grande vitesse. Voilà, j'ai pris Mm. l'expression TGV exprès. Mais c'est vrai qu'on gagne énormément de temps. Alors, il n'y a pas de miracle. Hein, il n'y a pas de miracle. C'est pas non plus la panacée. Voilà, il y a du travail à faire, il y a du travail à fournir. Mais ça fonctionne. L'avantage aussi, c'est pour les patients ou les gens qui sont coachés ou qui sont suivis en hypnose, et autant que pour le praticien que je suis ou d'autres praticiens, c'est très plaisant d'avoir des résultats et d'avoir des éléments qu'on peut mesurer très très rapidement en séance d'hypnose. Mm. Voilà. Alors, je ne sais pas Génial. si j'ai Tu répondu me à ta permets question. de... Carrément, carrément. Tu me permets de reformuler et je vais vous expliquer parce que je l'ai vécu et je veux vraiment que vous compreniez parce qu'il y a des personnes qui peuvent être complètement étrangers et le truc, tu sais qu'on a beaucoup d'ânes, c'est «Ah non, mais sur moi, ça marche pas». Tu sais, on a beaucoup de personnes qui n'ont... Les amis, dans la partie clinique de la chose, etc., comme Dan vous l'explique, du moins ce que moi j'ai vécu et je reformule un petit peu, vous allez en fait rentrer dans un état de conscience où vous êtes complètement calme, apaisé. Donc le praticien, l'hypnothérapeute doit avoir cette faculté de réussir à faire baisser vos ondes cérébrales, vous calmer, vous mettre dans un état, le fameux état dont Dan vous parle, pour qu'ensuite votre conscient soit là sans être là, n'avez plus les filtres, les barrières mentales, les pensées parasites, qui fait qu'il y a une ouverture plus directe, si je peux appeler ça comme ça, sur l'inconscient. Et quand Dan vous parle de programme, et ben c'est à ce moment-là, c'est comme si on ouvrait l'inconscient, on peut venir mettre des programmes par des suggestions. Donc, par exemple, on en parlera, mais pour arrêter de fumer, ben, la cigarette, c'est pas bon, ne fume plus, voilà. Donc, tout un tas de programmes que l'inconscient va assimiler de façon beaucoup plus puissante.
d'où comment vous l'explique Dan, et qui vient après, lorsqu'on se réveille, venir attaquer le conscient et reprogrammer un peu. Est-ce que cette reformulation est OK? Est-ce que c'est faux? Est-ce que tu veux préciser? T'as bien retenu la leçon, moi, je trouve. Hein. C'est pas mal. Hein. Mhm. Ouais. Non, non, Mhm. mais de toute façon, après, justement, on va arriver sur l'élément qui est important. Euh, pour obtenir des résultats, dans n'importe quel système, il y a une règle en psy, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est que le conscient et l'inconscient doivent être en accord pour obtenir un résultat. Alors, ça, c'est quelque chose de très très important parce que moi, j'appelle ça l'équation du succès. L'équation du succès. Tu peux te lâcher, C'est-à-dire tu peux y que... aller sur ça. Je Ah sais oui, que oui, tu as non, des non, choses mais à dire. ça, pour Vas-y, me hein. lâcher, je vais me lâcher. Le conscient, s'il est positif, et que ton inconscient étant positif, là, je ramène tout le monde à l'école, on va avoir un plus par plus égale une action plus. Voilà, ça c'est clair. Si maintenant on a un conscient qui est positif, bon, c'est déjà pas mal, hein, moi je veux réussir, moi je veux faire ça, tout ça, et que l'inconscient, lui, malheureusement, il est en négatif, ou pas complètement positif, on va avoir un plus par moins égale moins. On va aller même un peu plus loin, c'est ce que j'explique souvent aussi dans les conférences. On va imaginer qu'on se forme en développement personnel, enfin tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. On va avoir un conscient qui va être, on va dire, plus. Gonflé à bloc, il n'y a pas de problème. Si l'inconscient est toujours un peu en négatif, le résultat est toujours en négatif. Et en plus, en constatant ce résultat négatif, ça va venir, en plus, attaquer la partie consciente en se disant, avec les efforts que j'ai faits ou l'argent que j'ai dépensé pour me former, j'arrive pas au résultat. Donc là, il y a un élément à modifier, c'est la partie inconsciente. Il va falloir faire repasser cet inconscient, notre inconscient, au positif. Et tant qu'on n'a pas obtenu ça, fréquemment, on ne va pas gagner longtemps. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui développent, qui font du développement personnel avec tout ce qui peut exister, hein, les enregistrements, les bouquins, enfin tout ce qu'on veut, dépensent des sommes astronomiques et ils n'ont pas le résultat. Parce que l'inconscient n'est pas, en fait, en phase avec le reste. En clair, moi je présente ça souvent en disant il ne suffit pas de vouloir quelque chose pour pouvoir l'obtenir. Ça serait trop facile parce que tout le monde veut être riche, par exemple. Si on compte les milliardaires, il n'y en a pas tant que ça, des millionnaires non plus. Donc ça veut dire qu'il ne suffit pas de vouloir être riche ou de vouloir réussir pour obtenir le résultat. Donc il va falloir transformer cette partie inconsciente. C'est là où je rentre dans mes fameuses théories de déprogrammation du mental, de reprogrammation du mental. Moi j'appelais ça le programme alpha, hein, ou alpha programme. Voilà. Et c'est vraiment, je suis intimement convaincu que tant qu'on n'a pas fait ce travail-là de déprogrammation du mental sur tout ce qui va être négatif, et reprogrammer en fait cet inconscient qui est responsable du succès, et là on risque d'avoir des sacrés problèmes et souvent malheureusement des conduites d'échec. Donc c'est très très important, et le seul moyen qu'on a pour pouvoir toucher la partie inconsciente, à moins de rentrer en psychanalyse pendant 25 ans, mais on a peut-être autre chose à foutre, ça va être effectivement de travailler avec l'hypnose. Parce que le seul moyen qu'on a de toucher la partie inconsciente, c'est l'état d'hypnose. Donc, on va utiliser effectivement cet état pour pouvoir déprogrammer avec des programmes très très précis tous les éléments négatifs, tu en as parlé, ce qu'on appelle des fois des croyances limitantes. Voilà, moi j'appelle plutôt ça censure éducationnelle, interdit, enfin tout ça. Hein, je préfère ces mots-là. Et on va reprogrammer surtout de façon à ce que la personne puisse être vraiment au top de ses possibilités. Et c'est ce qu'on a mis en place, en fait, notamment avec les entreprises. On s'en est aperçu. Dans les entreprises, souvent, les gens ils vont au boulot le matin, ils sont motivés, parce que d'abord on leur dit aussi d'être motivés, hein, d'avoir l'esprit d'entreprise, et puis en fait ils ont leur fixe des buts, des objectifs, mais si inconsciemment la personne elle dort mal, le gars il a des problèmes avec sa femme ou vice versa, sa femme avec et je ne sais pas quoi, de toute façon les personnes ne vont pas être opérationnelles, hein, ça ne va pas arriver. Et souvent les entreprises se sont posées la question, c'est de dépenser énormément de gens pour former les personnes avec des formations relativement classiques dans des salles avec des gars au paperboard qui vont expliquer telle ou telle théorie. Surtout, moi j'aime bien, c'est surtout la période après déjeuner, tu sais, quand tout le monde est à moitié en train de faire la sieste, où le gars il est en train de s'évertuer à expliquer des tas de trucs sur le tableau, et tout le monde s'en fout. Et surtout, ça marche pas.
Et les entreprises se sont dit, oui, mais avec tout ce qu'on injecte financièrement, on se retrouve en fait avec un résultat qui n'est pas celui qu'on attend. Donc forcément, voilà. Donc c'est pour ça que quand nous on arrive en leur disant, attendez, vous êtes gentils, mais là, tant que vous aurez des personnels qui seront avec un système inconscient, personnel ou collectif d'ailleurs, qui va être négatif, vos résultats ils seront toujours les mêmes. Donc c'est pour ça qu'il faut changer les choses, quoi. Voilà. Excellent. Je vais rebondir sur l'exemple que je t'ai donné, par exemple la cigarette. Pour vraiment illustrer, je pense que ça parle à tout le monde. On va même pas parler de réussite, de mindset. On va parler d'un truc, la cigarette, par exemple. Par rapport à la cigarette, est-ce que tu peux nous donner un exemple de schéma qui est inconscient, donc le schéma, le fameux moins, et comment est-ce que toi, tu viens remplacer pour mettre un schéma plus? Qu'est-ce que c'est un schéma moins dans la cigarette? Est-ce que c'est l'inconscient qui se dit fumer, c'est excellent pour moi, et donc toi, tu vas devoir dire, ben non, fumer, c'est mauvais pour toi? Comment ça se passe techniquement, ce remplacement de programme? Alors au début de quelqu'un qui va fumer sa première cigarette, d'ailleurs c'est ce que je dis souvent, s'il fumait aujourd'hui à l'âge adulte, je pense qu'il ne deviendrait même pas fumeur. Mais à l'époque où il Mhm. commence, il a 14-15 ans, peut-être avant, là des chiffres aujourd'hui, même je pense que ça commence bien avant. Euh, Ça va très vite parce que les informations sont mises en place au fur et à mesure du temps. Ça va très vite, hein, une semaine, 2 semaines, un mois, 3 mois de tabagisme, ça y est, ça commence, les infos arrivent. Et l'inconscient, lui, il enregistre tout, systématiquement. Tout ce que tu vis, il va l'enregistrer. Mais l'inconscient, lui, il travaille avec la mémoire de notre cerveau. Il travaille en fait avec les éléments du passé. Il ne travaille pas avec les choses réelles, il travaille avec du passé. Alors il enregistre, on va dire, 1500 cigarettes. Ça, c'est inscrit dans ta mémoire. Et ensuite, ça devient malheureusement cette fameuse habitude, on l'appelle comme ça, hein, cette habitude, qu'il va falloir supprimer. Alors il va falloir revenir sur tous les éléments qui se sont mis en place, parce que bien sûr, au fur et à mesure qu'on va fumer, on va trouver ça agréable, on va y trouver du plaisir, par des associations d'idées, c'est des sensations, des impressions, ils sont complètement faussés, hein. Mais la personne va finir par avoir cette foutue habitude qui va faire qu'elle n'en sort plus. C'est-à-dire que le conscient va dire, bah oui, je veux arrêter de fumer, il faut que j'arrête de fumer, j'en ai assez. Et l'inconscient qui va lui jouer le rôle inverse en disant, oui, tu verras ça demain, allez encore une, on va encore en fumer encore une, et toujours une, et etc. Et il y a un conflit qui va s'établir, surtout entre le désir conscient que la personne peut avoir d'arrêter de fumer, ou de boire, ou autre chose, et l'inconscient qui va dire, on verra ça demain. C'est un peu l'effet de procrastination qu'on connaît aujourd'hui, hein, c'est le grand truc. On repousse toujours et toujours sans cesse, parce que l'inconscient a une masse d'informations qui sont liées au temps, hein. C'est la personne qui a fumé pendant 15 ans, c'est 15 ans, j'allais dire, de dernière cigarette, moi j'appelle ça, ou la dernière, Hmm. ça sera toujours la prochaine, hein. La personne n'arrêtera jamais. Donc il va falloir déprogrammer tout ça, c'est-à-dire que ça va déprogrammer le goût, l'odeur, la gestuelle, enfin toute la notion de plaisir, la sensation et l'impression que la personne ne peut pas s'arrêter, ou quand ça Hmm. m'étonnerait que ça marche, ou ça a marché sur les amis, mais pas sur moi, etc., etc. Il va falloir tout déprogrammer et tout remettre d'aplomb. Et en plus, il va falloir ramener la personne à l'état originel, c'est-à-dire au moment où elle ne fumait pas. Donc c'est un travail aussi assez complexe, et là, le ramener aussi sur ce qu'on appelle l'identité non-fumeur. Et on va quitter le clan des fumeurs pour passer sur le clan des non-fumeurs. Donc il faut la ramener à ça et lui dire, si, non-fumeur, c'est normal, hein, ça existe, hein, c'est pas une exception, Hmm. c'est des fumeurs qui sont une exception, et etc., etc. Donc c'est un gros travail de déprogrammation, effectivement, et de reprogrammation, et bien sûr, travailler aussi sur tout ce qui est autour, c'est-à-dire tout ce qui va être stress, tension. Souvent, Hmm. d'ailleurs, les fumeurs ne dorment pas très bien, ils sont anxio-dépressifs, et voilà, ils ont un état nerveux systématique, hein. Le fumeur qui est calme Hmm. n'existe pas, j'en connais pas. Voilà. Après, l'avantage alors, Ok. avec l'hypnose, pour finir là-dessus, on a quand même un taux de réussite de 8 à 9 arrêts sur 10, vérifié après 2 ans. Hmm. Moi, je me rappelle d'une entreprise auquel on avait fait ici, c'était sur Sophia Antipolis, il y a quelques années. J'avais eu 11 fumeurs qui étaient volontaires pour faire le week-end anti-tabac. On a fait le week-end anti-tabac, et sur les 11 fumeurs, les 11 ont arrêté, dont un qui m'a avoué, avant de commencer le stage, qu'il n'y avait pas que la cigarette, il fumait aussi quelques pétards. Il m'a dit, est-ce que je Hmm. peux arrêter la cigarette et je conserve les pétards? Je dis, on va essayer de stopper tout, autrement, vous repartez chez vous, et puis il y a quelqu'un d'autre qui vient. Ouais. Et en fait, on a arrêté Hmm. les 11, hein. Voilà. Et j'ai encore des contacts avec Ok. certains qui n'ont jamais retouché.
Donc c'est clair. Après, Waouh. dire qu'il n'y aura pas de temps en temps un échec, ça peut arriver, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas la panacée, on n'est pas du 100%, mais on a le plus gros taux de réussite d'arrêt tabac, tous les hypnos confondus en France, hein. C'est l'hypnose qui représente le plus gros taux de réussite d'arrêt. Ça, c'est des chiffres qui sont donnés par le Comité national contre le tabagisme. Et ça fait 40 Ok. ans que ça dure, hein. Waouh. Voilà, l'acupuncture, c'est Incroyable. loin derrière, l'auriculothérapie, c'est loin derrière, et les patchs et tout, je préfère pas en parler parce que de toute façon, là, Hmm. c'est pas grand-chose de... Waouh. Ouais. Non, c'est le J'ai meilleur pris cet exemple résultat. comme ça, mais ah ouais, c'est fou. Je sais pas si vous avez compris vraiment la stat qu'a donné Dan, mais c'est impressionnant à quel point c'est une preuve, j'ai envie de parce que toi, il y a 20 ans, on aurait dit l'hypnose, comme tu dis, on te prenait peut-être pour un fou, mais aujourd'hui, c'est une preuve factuelle de l'existence et l'efficience de l'hypnose sur le cerveau humain et sur l'inconscient. Si le comité du tabagisme, comme tu le dis, reconnaît que c'est la cause numéro une, c'est assez énorme quand même comme preuve et comme reconnaissance, tu vois. Est-ce que, alors, je vais essayer de réduire ma question, mais j'imagine qu'il y a plein de domaines sur lesquels tu peux agir, parce qu'on agit sur toutes les sphères de l'inconscient et du cerveau, mais quels sont, toi, les domaines les plus, on va dire, impressionnants, je peux l'appeler comme ça, je dis une bêtise, tu as vécu une chose, hein, une personne, elle avait une phobie folle, elle ne l'a plus, elle avait ci, elle ne l'a plus. Quels sont un peu, si tu ratisses un peu tous les domaines et tous les cas d'école, alors ça va être compliqué, hein, mais dans les grandes lignes, qu'est-ce que tu as couvert au sein de ton existence et ton parcours? Alors déjà, tout ce qu'on va traiter par l'hypnose, bon, sur un plan clinique, hein, purement clinique, c'est effectivement tout le domaine et le champ psychologique. Voilà. Le champ, longtemps, ça a été l'état névrotique, c'est-à-dire tout ce qui était état névrotique, anxio-dépressif, les dépressions, voire des dépressions même sévères, rééducation du sommeil, c'est le traitement des phobies, trac, peur, complexe, etc., hein, quel que ça soit, l'arachnophobie avec les craintes des araignées, des serpents, enfin tout ce champ-là vient derrière aussi de plus en plus, mais ça fait quelques années que ça c'est de plus en plus marqué, c'est le champ dit psychosomatique, c'est-à-dire toutes les affections psychosomatiques. Alors, psychosomatique, ça a touché notamment tous les problèmes d'eczéma, de psoriasis, ça va toucher effectivement d'autres indications qui sont aussi la surcharge pondérale, les problèmes alimentaires. On va rentrer dans des domaines auxquels on ne pensait pas il y a 25 ou 30 ans, hein, je Hmm. reconnais, hein. Voilà. Maintenant, on a aussi le traitement de la douleur, de plus en plus, hein. Là, c'est sûr que Ah ça ouais. devient de plus en plus net. Moi, je me suis fait opérer c'était en 2019 pour un problème relativement simple des veines saphènes sur les jambes là, qui étaient bouchées, mais enfin pas bouchées, mais il n'y a pas une circulation fabuleuse, malgré que je ne fume pas. Mais bon, enfin, en attendant, il a fallu que je passe sur le billard. Bon, le chirurgien étant passionné d'hypnose, il a voulu le faire absolument sous hypnose. Donc, on l'a fait effectivement sous hypnose sur une clinique qui est dans la région ici, à côté de Sofia. Et voilà, on a fait 1h30 avec 45 minutes sur chaque jambe et en auto-hypnose. Et voilà, sans aucun produit. Voilà. Donc, oui, il y a des C'est toi, tu étais possibilités. en auto-hypnose? Ouais, 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 là, c'est moi qui me suis pris Ok. en Ah auto-hypnose. ouais. Alors, on m'avait proposé, bon, je vais pas être péchon, on m'avait proposé quelqu'un qui devait faire de l'hypnose, qui faisait partie de l'équipe. Là, on reviendra peut-être dessus, parce que moi, l'hypnose, c'est de l'hypnose. Et là, la personne qui est arrivée, bon, très très sympa d'ailleurs, du reste, mais qui travaille donc pour les anesthésies, hein, m'a dit, voilà, vous allez fermer les yeux, vous allez penser gentiment à la campagne et aux petits oiseaux. J'ai dit, écoutez, madame, vous êtes gentille. Moi, j'étais sur le billard, je dis, attendez, on est sur une intervention, là. Je dis, moi, je vais me mettre en auto-hypnose, je vais me mettre en fait dans cet état-là, et je vais gérer moi le truc, parce que là, les petits oiseaux et la campagne ou Hmm. vous pensez à la mer, ça va pas le faire. Alors en fait, on reviendra dessus d'ailleurs, parce que souvent on parle d'hypnose et c'en est pas. Et ça aussi, c'est quelque chose Hmm. qui m'énerve souvent d'ailleurs. Alors, oui, oui, non, mais ça fait partie, tu me connais, je suis un peu de temps en temps vindicatif, mais il y en a marre un petit peu de voir des trucs c'est un peu, voilà, on a eu l'avènement de l'hypnose qui est revenu il y a quelques années, et en fait, on a beaucoup de praticiens qui s'installent et c'est pas de l'hypnose, voilà, soyons clairs. Hmm. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un champ d'application, donc pour revenir à ça, on a tout ce qui est psychologique, tout ce qui est les champs psychosomatiques.
On avait l'habitude de s'arrêter à ce qu'on appelait la névrose obsessionnelle, c'est-à-dire c'était pré-psychotique. Après, on est sur les personnes qui effectivement passent dans la psychiatrie, hein. Donc là, on touche des personnes qui peuvent avoir des bouffées délirantes, des psychoses, schizophrénie et tout. Alors là, par contre, c'est un champ, on n'y touche pas, parce que les personnes ne sont pas, j'allais dire, des personnes qui sont facilement hypnotisables, ou elles ne sont pas là, simplement, hein. On a déjà des fois la difficulté de faire le contact avec eux. Donc là, voilà, l'hypnose, c'est de la science-fiction, là. Par contre, pour essayer de revenir aussi sur un chiffre important, c'est pour du moins une idée, c'est que tout le monde est suffisamment hypnotisable. Tout le monde est hypnotisable. Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Je reviens dessus parce que souvent on se dit, bah oui, avec moi, ça m'étonnerait que ça marche. Ça, je l'entends régulièrement. Est-ce que je vais me réveiller? Est-ce que vous n'allez pas me poser des questions indiscrètes et vous allez rentrer dans ma vie, enfin, etc., etc. Donc il y a toujours toutes ces questions. Non, tout le monde est hypnotisable, notamment pour les soins, sans aucun problème, hein, voilà. Et si le praticien est bon, franchement, 2-3 séances, la personne va tomber dans un état relativement profond et on va facilement travailler, et tu le sais, puisque bon, on l'a fait. Voilà. Donc après, ça va très très vite, et c'est vrai qu'on arrive même à se mettre presque dans une auto-hypnose, hein. Au démarrage, ça va très vite, hein. Je pense à toi d'ailleurs, hein, où ça va très très vite, et j'ai très très peu de travail à faire pour t'amener, parce que tu as tellement travaillé et participé que, en fait, Ah, mais au début, tu vas très c'était pas vite. ça, hein. Ah, au début, ah ben, je me rappelle, c'était même, Tu te ça rappelles a que été j'avais les comique. yeux grands ouverts là, Ouais, ouais, c'était. ouais, ouais, Mm. non, bah, ça, Parce bon. que mon Là, je me cerveau était rappelle. fermé, j'avais tellement de barrières, même de peur. Je me dis, attends, si je m'endors, on sait jamais ce qui peut se Qu'est-ce passer. qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh Ouais, oui, parce ouais. que c'était. Je me souviens, m'a fallu au moins 3 séances pour commencer à me détendre et Ouais, tout, 2-3 quoi. séances, ouais, c'était vraiment, ouais. C'est assez Mm. curieux d'ailleurs, parce qu'en fait, on fait ce podcast aujourd'hui. Et en fait, si je regarde bien, tu as été dans les patients qui ont mis un peu de temps pour arriver à un résultat. Alors qu'en général, première séance, pratiquement 80% des cas, ça se passe très bien, quoi. Après, il peut y avoir des Mm. personnes qui ont des craintes aussi, ou des peurs, ou des blocages, hein, attention. Allez, c'est justement là qu'il faut avoir des hypnothérapeutes ou des hypnologues qui sont vraiment efficaces et qui connaissent vraiment le job, hein. Parce que c'est vrai que moi, je me rappelle d'une anecdote, je t'en donne une. Un jour, j'ai un patient qui arrive en cabinet, c'est en présentiel, et puis la personne arrive en me disant bah, je suis aveugle. Alors, c'est vrai que dans la mise en état d'hypnose, on se sert souvent de systèmes optiques, au niveau Mm. lumineux ou autre. Et là, bien sûr, personne n'est aveugle, non, faut s'adapter. Et donc, on a employé un système qui permet effectivement de travailler avec une personne qui est atteinte de cécité, et ça marche très bien, hein, voilà. Mm. Mais c'est vrai, il faut s'adapter à chaque fois, donc c'est pour ça que les formations sont aussi importantes. On reviendra peut-être dessus sur ces histoires de Mm. formation. Ouais, ouais, carrément. Top. J'aimerais qu'on bifurque un peu. Je me permets des allers-retours comme ça. Là, on est sur la partie un peu clinique, psychologique, mais qu'on aborde un peu quand même cette partie plus spectacle de la chose, parce que je me doute qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions sur comment ça se fait. Tu peux faire ça aux gens, tu peux les hypnotiser, comment ça marche, rupture de pattern, machin, bidule. Toi, cette partie spectacle, je l'appelle comme ça, c'est quelque chose que tu as, sauf erreur, hein, que tu as quand même poussé. Tu as fait. Les fameux faire tomber les gens un par un, leur faire des bêtises marrantes. Tu as eu un parcours là-dedans. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai des questions à te poser, mais je te laisse et après je te coupe et je te pose des questions. Ok, ben quand on découvre l'hypnose, soyons clairs, de toute façon, le premier chemin qu'on va avoir, c'est pas forcément celui d'un domaine clinique ou de l'emploi de l'hypnose en entreprise, soyons clairs. Avant même de faire des études en psy ou d'envisager une profession et tout, le premier truc en hypnose qu'on a, c'est un petit peu le côté amusement. À chaque fois que d'ailleurs je parle avec des gens en disant oui, je suis hypnotiseur, la première chose qu'on me dit, bah tiens, vous pouvez pas nous faire un truc. Voilà. Alors, j'ai rien contre l'hypnose de spectacle, loin de là. J'ai fait des démonstrations pendant de longues années avec des télévisions, enfin, etc., etc. J'ai fait des records d'hypnose collective, hein, pendant pas mal de temps. Très honnêtement, à partir du moment où c'est bien fait, et à partir du moment où on est dans un système où il y a le respect des personnes qu'on va hypnotiser, c'est-à-dire ça peut être amusant, ça peut être cocasse, mais il ne faut pas que les personnes soient mises dans une situation désagréable, hein, ça c'est un truc que je ne supporte pas. J'ai pour habitude de dire d'ailleurs qu'il n'y a pas d'hypnotiseur sans hypnotiser. C'est-à-dire si personne ne vient pour se faire hypnotiser, l'hypnotiseur il est un peu comme un couillon, voilà. Il ne va rien pouvoir faire. Donc en fait,
et toujours présenter au moins toutes les expériences que l'on peut faire. Alors moi, c'est souvent plutôt à but un peu scientifique, même si, bien sûr, des fois, il y a un côté un peu rigolade dans la salle, parce que forcément, quand tu vas enlever le chiffre 7 à une personne, par exemple, pour compter, et qu'elle est incapable de faire une addition simple ou de lire sur sa montre qu'il est 7 heures ou donc 19 heures, c'est vrai que c'est assez comique. Moi, le premier à qui j'ai fait ce genre de bêtises, bon, je vais tout avouer aujourd'hui, c'était un cousin qui m'embêtait tellement que je me suis amusé à lui enlever le A. C'est-à-dire que j'ai supprimé le A. Et en fait, pendant 2 heures, il parlait plus ou moins parce qu'il n'y avait plus le A, il n'y avait plus la lettre A, il n'arrivait pas à la sortir et il ne pouvait même pas la reconnaître. Hein. Je pouvais mettre un A sur une feuille de papier, il ne savait pas ce que c'était. Et donc, c'est vrai que voilà, ça fait partie des choses en hypnose qui existent. Alors, bien sûr, sur le plan clinique, quand on est dans un cabinet, on est sur Mm. notre niveau, bien heureusement, mais en même temps, on se sert de certaines expériences qu'on voit souvent en spectacle avec les hypnotiseurs de scène et qui sont souvent, et je le dis, de très très bons hypnotiseurs. Après, c'est plus ce qu'ils vont faire de l'hypnose qui peut être dérangeant. Mais par contre, au niveau technique, souvent, ce sont de très très bons hypnotiseurs. Petite pause de 2 secondes dans ce magnifique podcast pour te demander une chose qui m'aide énormément, s'il te plaît, c'est tout simplement de t'abonner. Si tu vois ce contenu, si tu kiffes, un petit geste, c'est rien pour toi, mais pour moi, je te jure, il y a beaucoup d'organisation, il y a de l'argent qui est dépensé, c'est des heures et des heures de travail. Donc, si tu peux juste un petit abonnement, ça m'aide énormément. Et si en plus tu mets un petit like et un commentaire, là, tu es la meilleure personne du monde. On y retourne, c'est parti. Et on travaille souvent ce qu'on appelle, qu'on ne pratique pas bien sûr dans les cabinets, mais ce qu'on appelle les hypnoses flash, hein, qui sont des hypnoses pratiquement instantanées, où la personne va effectivement tomber en 2-3 secondes, hein, avec ce qu'on appelle nous des ruptures de pattern, c'est une dissociation, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais voilà. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant. Hein. Moi je sais que j'avais une spécialité à l'époque, c'est d'avoir 25 personnes les uns derrière les autres et de les faire tous tomber d'un seul coup. Bon, voilà, ça c'est, voilà, c'était une expérience que j'aimais présenter. On peut arriver à des choses qui sont très très surprenantes. Alors, même quand on était, bon, je reviens même au groupement national des hypnotiseurs de France à l'époque, quand j'ai commencé, et pourtant le but était relativement très très sérieux, hein, c'était on va dire une maison sérieuse, on s'amusait énormément à faire des expériences qui étaient marrantes, de faire manger un oignon, par exemple, un de nos collègues, en lui laissant penser que c'était par exemple une poire absolument excellente, et tu voyais la personne qui se régalait avec l'oignon. Voilà, ça c'est clair. Hein. Tas de choses, voilà. Alors les grands classiques que les hypnotiseurs de spectacle utilisent. Bon, après, c'est vrai que je pense qu'il y a autre chose à faire, même si aujourd'hui je continue malgré tout des cycles de conférences. J'en reprends d'ailleurs à partir du mois d'octobre-novembre, avec des démonstrations dans les salles où des fois on a 100-150 personnes hypnotisées. Bah, par contre, bien sûr, les expériences qu'on va présenter sont toujours avec un rapport avec quelque chose soit de clinique, d'entreprise, ou voilà. Alors, voilà. C'est l'utilisation après qu'on en fait, même si on a amusé un petit peu, comme on dit, la galerie, il faut que ça soit de bon goût et de qualité, et surtout que ça soit pas dénaturé. Voilà, ça c'est... Et toujours Mm. dans le respect des gens, ça c'est un truc pour moi, c'est Mm. histoire d'éthique. Voilà. Carrément. C'est passionnant et ça m'a toujours intéressé. Je me suis toujours dit, moi, tu sais, si j'étais à ces spectacles, je ne tomberais pas, je ne ferais pas de trucs, je suis une hypnotisable, ça ne marche pas ou ça marcherait pas sur moi. Selon toi, ça marche sur tout le monde, où il y a des gens qui sont vraiment hermétiques, tu peux faire ce que tu veux et ils ne tomberont pas, ils ne se laisseront pas aller, en fait. Bah, disons que quand on est dans un contexte de salle, Mhm. les systèmes sont très très rapides. On peut tomber sur une personne qui vraiment va avoir peur, donc va pas vouloir. Mhm. On la laisse se rasseoir. Je veux dire, on n'est pas là pour forcer, hein. Voilà, donc c'est très Ouais. important. On demande toujours des volontaires. Est-ce que vous souhaitez faire l'expérience ce soir avec moi? Je vais vous embarquer dans l'hypnose, vous allez découvrir l'hypnose, vous allez découvrir ce monde. Voilà. Mais on peut tomber sur des personnes, effectivement, qui vont être récalcitrantes, Mhm. mais c'est souvent par crainte ou par peur. À partir Ok. du moment où les personnes sont volontaires, très honnêtement, avec les méthodes qu'on a d'hypnotisation qui sont relativement très très rapides, bah, ça pose aucun problème avec 95% Mhm. des personnes. Voilà. Comme ça qu'on se Et retrouve je sais avec pas si... des fois 100-150 personnes dans la salle endormies, quoi, entre guillemets. Mhm. Est-ce que c'est secret de fabrication que de te demander comment ça fonctionne? Ou tu peux nous expliquer vraiment
tu as une personne en face de toi, comment est-ce qu'en 2 secondes, elle peut tomber? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans son cerveau? Comment tu agis là-dessus? C'est très curieux quand même. Alors, d'une façon générale, on va travailler au niveau de la création de l'hypnose avec deux éléments très importants, un troisième qui vient s'ajouter quand même. Le premier, c'est la partie optique. Le fameux, vous regardez mes yeux, les paupières sont lourdes, etc. Alors en clinique, il est hors question de s'occuper de ça de cette façon-là. On ne prend pas on ne travaille jamais avec les yeux, c'est l'histoire simplement de transfert, on n'est pas là pour faire peur, donc on va utiliser des appareils. Des appareils qui sont optiques, qui sont lumineux, jolis, doux, agréables et tout. Donc là, ça va amener une fatigue oculaire. Cette fatigue oculaire, elle va être aidée par la suggestion, qui joue un rôle vraiment très très important. Avec, vous allez écouter ma voix, vous n'entendez que ma voix, etc. Les paupières sont lourdes, etc. Vous allez vous endormir. Ça, c'est le deuxième point. On peut avoir un troisième élément que certains appliquent ou pas, ou dans certaines situations, c'est la partie touchée. Il peut y avoir des éléments supplémentaires qui vont permettre justement de passer à des hypnoses beaucoup plus rapides, ces fameuses hypnotisations flash. Alors là où on touche vraiment la personne. Et là, on va travailler avec un système qui est utilisé par tous les hypnotiseurs de spectacle, c'est ce qu'on appelait la rupture de pattern. Donc on va amener la personne vers soi, on va lui détourner l'attention en général en lui touchant la main et en balançant la main. La personne se demande qu'est-ce qu'on est en train de faire avec, par exemple, sa main. On va amener de gauche à droite comme ça. La personne se dit mais c'est pas possible. On peut lui dire par exemple qu'à 3, elle va s'endormir. Et en fait, on va compter par exemple de 1 au 2, on va même pas aller jusqu'au 3. On va dire 1, 2, dormez. Et la personne va effectivement s'écrouler parce qu'il y a une dissociation au niveau du cerveau entre ce qu'elle est en train... Inattendu. Voilà, c'est exactement. Voilà, il y a un choc. Et à partir de là, la personne tombe, effectivement. Elle est surprise, il y a un effet de surprise, ça c'est clair. Autant pour les personnes qui vont être hypnotisées que pour les personnes qui regardent. Donc là, bien sûr, on a toujours ce grand truc de dire « Ah là là, il y a un pouvoir chez l'hypnotiseur. Ce pouvoir qui est faux, mais qu'on a entretenu pendant de très très longues années avec l'hypnose de spectacle, où justement il y a ce côté très... très mystérieux, on laissait penser que l'hypnotiseur avait un pouvoir, mais ce qui est absolument faux. Mais dans ce que tu me racontes, sauf erreur, alors je ne veux pas minimiser le travail et la performance, mais de ce que tu me racontes, ça a l'air relativement simple. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de compétences ultra particulières. De ce que tu me racontes, est-ce que c'est réellement simple? Est-ce que moi, demain, si tu me formes 1 seconde, je peux m'amuser à faire tomber ma mère et mon père et faire des ruptures de pattern? Ou est-ce que c'est plus profond que ça et c'est plus compliqué que ça? Alors, on va dire qu'il y a des personnes qui ont quand même des prédispositions. Ça peut être la voix, la personnalité, le style. Ça va aider. Clairement, ça va aider. Ok. Après, pratiquement tout le monde peut apprendre l'hypnose. Il n'y a pas de frein. C'est pour ça d'ailleurs que dans les écoles aujourd'hui, j'allais dire, ils prennent un peu tout le monde. Il n'y a même pas de prérequis, la plupart du temps, maintenant, ils prennent tout le monde. Ça ne donne pas forcément des résultats fabuleux parce que souvent, il y a des personnes qui vont avoir des voix nasillardes, désagréables au possible, et etc. Des personnes qui vont être surtout avec un manque de confiance en elles et un doute systématique, donc ça va amener en fait un résultat qui n'est pas terrible, soyons clairs. Par contre, il y a des personnes qui ont des prédispositions, et avec quelques heures ou quelques semaines de préparation, on peut très bien amener des personnes à faire de l'hypnose sans problème. Mais c'est histoire aussi de confiance en soi. La première chose quand j'ai des élèves, parce que j'ai toujours des élèves, je n'en ai pas beaucoup, j'ai pas d'école, je veux pas d'école. Moi, de toute façon, j'en veux absolument pas, mais je forme à peu près une dizaine de personnes par an. Que je choisis. Et j'ai choisi en priorité sur leur personnalité. C'est-à-dire que je veux des personnes qui sont vraiment sûres d'elles, qui ont confiance en elles, et qui vraiment, après, sont des passionnés et veulent vraiment faire ce boulot pour des raisons bien précises, voilà, pas pour faire n'importe quoi. Mais par contre, voilà, c'est vrai qu'il y a quelques qualités qui vont faciliter les choses. Je vais donner un exemple, puisque tout à l'heure tu me demandais des exemples. J'avais en formation, j'avais un médecin et j'avais un kiné. Alors le médecin, une voix désagréable, charmant garçon par contre, hein. Je ne sais pas s'il se reconnaîtra, on ne sait jamais. Voilà. Donc, et en même temps, il bossait comme un fou. La théorie, alors, pour un peu, il en savait presque plus que moi.
Et puis à côté de ça, j'avais mon kiné, 1,95 m à peu près, des bras comme des bûches, hein, c'est un format bûcheron canadien. Et il foutait rien, lui. Ah oui, il foutait rien. Or, jovial, sympathique, une voix de stentor, le type, très sûr de lui en plus. Et quand, alors, en théorie, c'était pas terrible au niveau des notes. Par contre, dès qu'on est passé sur la partie pratique, naturellement, pratiquement, à chaque fois que j'expliquais quelque chose, ça passait. Alors que le médecin, il ramait complètement. Il a fallu que je travaille sur sa voix, il a fallu que je l'apprenne vraiment à se caler exactement comme il fallait. Ça a été assez compliqué. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui il exerce, hein, c'est pas... mais bon, on a eu un travail beaucoup plus fastidieux. Alors je pense qu'il y a des personnes qui ont effectivement quelque chose. Voilà, moi c'est vrai que j'ai le format un peu Obélix d'ailleurs, et comme je dis, je suis tombé dedans, moi, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que après c'est une passion. Voilà, si je suis là après 45 ans d'exercice encore en cabinet, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est une passion et qu'effectivement il y a quelque chose derrière qui pousse. Voilà. Je vois exactement. Très bonne réponse, très claire. Merci. Par rapport à... Merci, professeur Kevin. Merci, professeur Kevin. Par rapport à ces petites hypnoses que je mets dans une case à un spectacle, tu comprends, qui n'est pas thérapeutique clinique, ça me semble, alors moi avec ma compréhension, quand même différent de... Tu vas faire un travail clinique où tu vas déprogrammer, tu viens reprogrammer, il y a des suggestions, il y a tout ça, et là tu prends une personne, bim bam bam, tu lui fais oublier la lettre A. Pour le subconscient, c'est quand même un procédé qui me semble différent. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que c'est possible que tu oublies la lettre A alors que tu es conscient, que tu continues à parler, que tu n'es pas endormi? Ça paraît quand même assez Alors dur là, à comprendre. je vais te dire franchement, on est encore dans les études, Ouais, dans le sens qu'on n'a pas tout expliqué dans ce domaine. Il y a beaucoup de travaux aujourd'hui ok. qui sont faits avec des électroencéphalos, des tas de choses. Heureusement, on a les appareils aujourd'hui qui permettent de savoir quelles sont les zones du cerveau qui sont activées dans telle ou telle suggestion, telle ou telle demande. On n'a pas encore toutes les réponses. Alors, comme on disait, on sait pratiquer l'hypnose, mais on n'a pas encore tout à fait tout expliqué. Et loin de là, d'ailleurs. Hein, et d'ailleurs, même dans les écoles, ils se battent souvent sur les définitions de l'hypnose ou sur la façon dont on peut expliquer l'hypnose aux personnes. Donc, on est encore dans une partie, j'allais dire, pas vraiment expérimentale, mais toujours dans une partie de recherche, et c'est très, 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 très complexe. On sait la Et pratiquer, en, on sait la créer, ouais, on sait l'utiliser, on a encore beaucoup de mystères dessus. On ok. Et en définition de bébé, si je pouvais le formuler bébé, et tu vas me reprendre, est-ce que par exemple, quand tu viens à une personne, tu dis, OK, vous allez oublier la lettre A, OK, vous venez de gagner au loto, OK, peu importe. Le chaud, ça va devenir du froid. C'est que tu viens, de par la suggestion et la voix et tout Ouais. ce que tu as dit précédemment, venir d'une suggestion très forte dans une zone de son cerveau, mettre comme un genre de verrou Ouais, qui vient... Mais ouais. ce verrou, c'est la question que je me pose, ce verrou, tu viens le poser, ce qui fait que seul toi peux ensuite l'enlever. Est-ce que lui, il a la force mentale de dire, ah non, mais ce verrou, je vais me l'enlever tout seul? Est-ce que tu vois, ma question, elle est assez abstraite, mais Non, j'aimerais mais comprendre cette part de ce verrou, parce que, OK, on a un cerveau, on a une faculté de réflexion, et une personne extérieure vient nous mettre un verrou dans notre... C'est dur à comprendre quand ah non, même, mais tu vois. l'histoire, on a parlé dans les temps anciens, je veux dire, 20e siècle, hein, puisque j'en fais partie. Euh, on parlait à l'époque du pouvoir de l'hypnose et du pouvoir de la suggestion. Et c'est vrai qu'on avait des mots qu'on employait, qu'on n'emploie plus aujourd'hui, parce que c'était pas très sympa d'ailleurs. On disait souvent, les personnes sont des sujets à l'hypnose. Alors sujet, ça voulait OK. dire quand même assujetti. Ouais. Et on disait à un moment que dans l'hypnose, que je pratique entre autres, qui est une hypnose assez directive, mais très soft quand même, hein, je suis pas une brute, hein, Mm. je travaille beaucoup sur une hypnose très directive. Et c'est vrai qu'il y a une relation, on ne peut pas se le cacher, il y a une relation entre, j'allais dire, une certaine autorité que va représenter l'hypnoseur ou l'hypnologue par rapport au patient ou à la personne qui va être hypnotisée et qui va croire et adhérer à ce qu'on va lui dire. Donc c'est vrai que la personne, par contre, on parlait de verrou, ça veut dire c'est pas forcément un verrou, mais c'est vrai que momentanément, elle va effectivement être dans la croyance de ce que l'hypnotiseur a dit, donc la suggestion. Par contre, on peut, à n'importe quel moment, avec une certaine force, je pense, de caractère, et tout le monde peut, sortir de cet état et passer à autre chose. Alors, bien sûr, ça va très loin, l'histoire. Ça va très loin. Euh, on peut arriver, bon là, on touche à un domaine qui est vraiment particulier. C'est le domaine de la manipulation mentale.
puisque tu veux parler de tout, on va aller un Ah peu plus oui, loin. tu peux y aller là, hein, vas-y. Hein. On va parler de la manipulation mentale. Est-ce que ça existe? Bah oui. Oui, la manipulation mentale existe, et effectivement, dans certains cas, on s'est aperçu que ça allait vraiment, vraiment, vraiment très loin. Je vais prendre un exemple, les kamikazes japonais. Bon, les kamikazes japonais qui avaient cette particularité, quand ils entendaient le mot banzai dans les casques, les écouteurs comme j'ai sur les oreilles, ils étaient dans leur cabine d'avion et ils se foutaient carrément sur les porte-avions américains, ils se jetaient dessus, enfin ils arrivaient dessus. On a découvert, ça va faire quand même une bonne 25 ans, je ne me rappelle pas des dates, hein, c'est un peu loin, on a découvert des centres d'essai où il y avait des fausses cabines d'avion, hein, qui permettaient de mettre les pilotes dans des états, ce qu'on devine aujourd'hui, qui étaient de l'hypnose, et on les conditionnait à entendre ce mot banzai, ils retombaient dans un état d'hypnose, et c'est à ce moment-là qu'ils commettaient l'acte d'aller se foutre, effectivement, sur les porte-avions américains. Parce qu'on s'est posé la question quand même, hein, parce que tu t'imagines, tu es dans un avion, on te dit, ouais, banzai, vas-y mon gars, tu mets un coup de manche à balai, tu descends sur le porte-avions, tu as un instinct de conservation quand même, tu n'es pas complètement idiot. Normalement, à un moment, tu vas tirer sur le manche pour remonter et partir. Non. Ben, ils n'étaient plus dans un état normal. Après, il y a eu des cas qu'on connaît. Il y a eu la tentative d'assassinat sur un pape, je crois que c'était Jean-Paul Ier ou II, je ne me rappelle pas. C'est pareil, on s'est aperçu que le gars qui avait essayé de tuer le pape avait été mis sous hypnose. Ok. Alors souvent, dans l'histoire, on revient un petit peu sur ces manipulations mentales. Et c'est vrai que ça existe. Les gourous, les sectes utilisent ces méthodes qui sont sinon de l'hypnose, mais des méthodes relativement dérivées. En plus, on se permet de mettre les personnes dans un état de fragilité parce qu'on va leur faire bouffer pratiquement rien. Ils vont avoir des heures de prière complètement débiles. On va les lever à 4 heures du matin, donc ils vont être affaiblis, ils vont être complètement... voilà. Et puis, les personnes sont souvent, malheureusement, en recherche de quelque chose parce qu'ils ont eu un choc émotionnel ou une problématique et tout. Et là, effectivement, l'utilisation de suggestions à outrance ou de l'hypnose, ça peut poser vraiment de gros dégâts. Moi, j'étais à un moment de ma vie, j'étais sur Toulouse à l'époque et on m'avait nommé expert au tribunal pour les dossiers de manipulation cérébrale. Et à l'époque, j'avais remplacé le professeur Chertok qui était du groupement national des hypnotiseurs de France et qui malheureusement venait de décéder. Et c'est une juge d'instruction qui m'avait téléphoné, j'avais le cabinet à 100 mètres du tribunal en plus, et qui m'avait téléphoné en disant, voilà, est-ce que vous pourriez vous occuper de ces dossiers de manipulation mentale? Alors ça touche des gourous, des barjots, hein, complètement, qui utilisent des systèmes relativement proches. Et effectivement, bah, j'ai su d'ailleurs à ce moment-là que je remplaçais le professeur Chertok, donc qui était quand même une sommité en plus. Je suis assez fier. Donc j'avais quoi, 35 ans, donc c'est sûr que ça fait plaisir. Mais voilà, donc je veux dire par là que oui, ça existe. On peut aller très loin avec l'hypnose. Bien heureusement, dans les cabinets, il n'y a pas de risque. Mais voilà, on sait que l'on peut, alors pas faire à quelqu'un quelque chose contre sa volonté profonde, mais toutefois, si c'est bien amené, on peut aller très loin. Et c'est là, justement, où il y a des fois, malheureusement, des dérives et qui peuvent aller très loin. Voilà. Alors, on ne peut pas se le cacher, hein, voilà, personne n'en parle, soyons clairs. Moi, je suis un des rares souvent à le dire. J'ai même fait des démonstrations sur des manipulations extrêmes en milieu clinique, hein, pour prouver à des médecins même qu'on pouvait aller à telle ou telle action. Hein, et ça a été même très très loin. Et bon, tout le monde était scié en se disant, mais c'est pas possible, ah ouais, on n'aurait jamais cru que. Tu peux nous le raconter, ça? Alors j'ai fait une démonstration un jour avec un gastro-entérologue, je pense qui maintenant est devenu un ami, heureusement d'ailleurs. C'était à la demande d'un chef de service dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, on avait demandé à ce chef de service si on pouvait, nous, utiliser les électroencéphalos avec le personnel de truc pour travailler sur les personnes en état d'hypnose pour voir ce qui se passait. Donc c'est à titre purement expérimental. Et ce médecin, donc chef de service, me dit, bon bah écoutez, Dan, il n'y a pas de problème, mais je vais vous demander un truc en contrepartie. Ok, dites, est-ce que vous pourriez nous faire une séance d'hypnose avec un soir et où je vous mets un thème? Bah ok, le thème, il me le sort direct, il me dit, est-ce qu'on peut commettre un meurtre sous hypnose?
Waouh. Et il me dit, démerdez-vous avec ça. Alors, je dis, c'est tout vu. Je vais vous faire la démonstration. J'espère que je ne vais pas faire peur aux gens. Hein. Ah non, vas-y, c'est le but, c'est Donc, à partir de là, d'éveiller les gens à ouais, plein de mais choses. voilà. Et donc, à partir de là, je dis, ok, je relève le défi. Vous voulez le voir? Je vais vous le montrer. Ils arrivent donc le soir, et donc on se retrouve avec donc un parterre de médecins, alors des médecins, des infirmières, des kinés, enfin toute l'équipe. Et le patron qui arrive, comme tous les patrons, un peu, le patron, quoi, grand boss, le boss. Et il me regarde, il me dit, vous avez un volontaire? Je dis, ouais, les volontaires, ils sont parmi vous, là. Vous choisissez parmi votre staff, là, vos médecins, et tout ça. Et on se retrouve en fait, à retomber sur ce gastro-entérologue qui est donc devenu un ami, et qui dit, bon, bah ok, moi j'y vais. Enfin, il a été un peu nommé quand même, hein, on l'a un peu poussé, voilà. Mm. Je le mets sous hypnose, je travaille pendant un quart d'heure, 20 minutes, et je lui dis, c'est pas compliqué. À minuit, c'est un peu l'heure du crime, Mm. à minuit, vous allez retomber dans le même état hypnotique que celui dans lequel je vous ai mis, et vous allez aller dans le couloir, vous allez ouvrir la part, tu sais, il y a ce qu'on appelle le système incendie avec une hache et puis une lance à incendie, les conneries, au cas où il y a le feu. Et je dis, vous allez prendre la hache et vous allez revenir dans la salle et vous allez vous diriger sur le patron, parce que ça fait des années qu'il vous emmerde, ça fait un con royal. Et j'avais travaillé pendant les suggestions, alors j'avais mis la dose. Hein. Et effectivement, donc le gars, à minuit, donc il part dans le couloir, il était retombé déjà avec les yeux, il n'était plus là. Alors, on était tous en train de prendre l'apéro, on avait fini la conférence et tout, hein, donc c'était terminé, hein, on était tous en train de discuter. Et le gars, il part tranquille. Bon, là, on a commencé à regarder, on s'est dit, ça y est, il y va, il va chercher le truc. Ça n'a pas manqué, il est revenu avec la hache le long du corps, comme ça. Et il s'est dirigé tout doucement vers le patron, il a commencé à lever la hache. Waouh. Et j'ai stoppé l'expérience, bien sûr, en arrivant avec d'ailleurs de l'hypnose flash en disant, voilà, maintenant vous dormez, toc, poum, terminé, bon, il est retombé, la hache, j'ai récupéré, et voilà. Waouh. Mais voilà. Alors ça, il faut savoir que ça peut exister, on peut aller très très loin. Après, c'est bien sûr, heureusement, ce n'est pas ça tout le temps. Hein, mais faut pas se le cacher. Tout le monde le cache. Hein, à chaque fois, oui, on peut pas. Si, on peut. Ça peut arriver. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a malheureusement, des fois, dans les sectes, dans les groupements troubles, il y a des choses qui sont franchement plus que négatives. Après, bon, heureusement, c'est pas le cas de ce que l'on rencontre le plus souvent. Et ce monsieur, si tu l'avais pas stoppé, d'après toi, il aurait pris la hache, il aurait fait ce qu'il Je pense avait à faire. qu'on avait un risque, on va dire, majeur. Mais... Waouh. Alors que, est-ce que à l'intérieur, il n'y avait aucune volonté avant hypnose de commettre quoi que ce soit et c'est uniquement de par la programmation. C'est de la et suggestion. J'ai programmé la personne en lui disant que, en fait, le seul moyen qu'il avait de se sortir de cette situation-là, c'est de commettre l'acte. Donc, je l'ai pas. C'est pas ce qu'il avait envie de le faire, c'est que je l'ai mis dans un contexte dans lequel il s'est retrouvé piégé. Et il allait passer l'acte. Et c'est là, en fait, ça devient intéressant aussi. Si on retourne le truc dans l'autre sens, c'est de se dire, oui, on peut utiliser le pouvoir de la suggestion, mais dans un but, bien sûr, positif, clinique, développement de sportif, en disant, tiens, vous sautez 2m12, vous allez en sauter 2m15. Alors, il y a les facultés physiques, mais on va pouvoir booster le type derrière. Waouh, je rebondis sur un sujet là-dessus parce que c'est important hein, ce qu'on fait là. Moi, je trouve que c'est super important de parler de bien, de mal, d'éveiller les gens, de savoir les choses qui existent. Et ça me soulève une question. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais si des personnes sont capables de faire ça, je me doute que à l'échelle, alors peut-être je vais me faire taper sur les doigts et c'est peut-être un peu un terrain sensible, hein, ce que je vais partager, mais à une échelle beaucoup plus grande, gouvernementale, à une échelle des médias, à une échelle des hommes les plus riches de ce monde, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des techniques indirectes de manipulation mentale, d'hypnose pour mettre cette population et cette masse de par, peu importe, hein, et si tu les as, tu peux nous en parler, mais est-ce qu'ils utilisent, selon toi, ces techniques pour nous laisser dans un état hypnotique, quoi? On les utilise, elles sont utilisées. Elles sont bien sûr utilisées. Le pouvoir de la suggestion, il marche. Que ça soit dans le marketing, quand tu vas dans un magasin ou autre, hein, moi je peux en parler parce que j'avais été contacté par des marques pour pouvoir avoir une action dans certains magasins ou certaines choses, ce que j'ai refusé catégoriquement, alors 2 ou 3 fois. Tu peux amener une personne à faire quelque chose qu'elle n'a pas du tout envie. D'ailleurs, la publicité, si tu regardes la publicité,
La publicité, moi je les détaille souvent, c'est un peu un réflexe que j'ai. Je vois les pubs et puis je regarde un peu les messages qu'il y a dedans. Et la façon dont ils les passent, c'est assez sympa. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont utilisées, qui sont assez proches de la suggestion et de l'hypnose. Hmm. Tu as souvent des gens Hmm. qui achètent un produit dans un magasin, ils n'en ont pas besoin. Mais si par contre tu as bastonné pendant une semaine, effectivement, et puis que des messages et que tu vas placer le produit à un certain endroit et que tu vas créer le besoin, on revient sur les principes du marketing, hein. On va créer le besoin, on va créer un ancrage. T'as des personnes qui vont sortir avec le truc, ils vont se dire, mais ok, mais... Enfin, ils vont même pas se dire qu'ils n'en avaient pas besoin parce que c'est trop tard, c'est fait. Ils ont commis, Hmm. enfin ils ont acheté et c'est trop tard. Voilà. Et après, ça peut même devenir une habitude. Ils peuvent très bien se mettre à acheter ce produit-là régulièrement. Alors c'est valable pour ça, c'est valable dans les... Bon, alors là, je vais être un peu plus... Non, on rentre dans un domaine, c'est la religion. Les religions aussi ont une responsabilité au niveau de l'endoctrinement de personnes. Je ne vais pas faire de... soit musulmans, cathos, protestants, bouddhistes, tout ça, c'est pas ça. Mais en fait, on a aussi il y a des gens qui vont utiliser le pouvoir de la suggestion pour amener les gens à faire telle ou telle chose ou à participer à telle ou telle action. Quand tu vois une manifestation, combien de fois je me dis, mais il y a combien de personnes qui savent exactement pourquoi ils sont là? Hmm. Pas tant que ça. Des gens qui vont prendre des cartes, par exemple, dans des syndicats. Des fois, ils ne savent pas pourquoi ils l'ont prise, hein. Ils n'en savaient rien. On leur a dit que c'était bien, parce qu'ils sont rentrés, terminés. Mais bon, des fois, ça ne va même pas avec leurs convictions. Donc en fait, il y a un côté, malheureusement, mouvement de masse qui est utilisé. Politique, n'en parlons pas, ça c'est clair. Moi, j'ai été contacté, je ne sais pas combien de fois, par des partis politiques. Il n'y en a pas un seul avec qui j'ai travaillé. De toute façon, c'est hors question. Mais ça va des extrêmes à l'autre, hein. Hmm. Voilà. Donc ça fait partie un peu on sait que des fois, on fait appel à nous. Quand tu as une certaine notoriété, ou voilà, bon, ils se disent, tiens, bah, c'est peut-être intéressant de voir si notre leader, on ne peut pas lui apprendre à parler autrement et à se présenter autrement, à être plus Hmm. efficace. Voilà. Hein, on a retrouvé, notamment à l'époque, l'hypnose a été utilisée, je vais reprendre historiquement quelqu'un que tout le monde a connu, et surtout en espérant que ça ne revienne pas, c'était Hitler. Et notamment sa femme qui s'appelait Eva Braun, s'intéressait à tout ce qui était, c'était l'époque freudienne, hein, en plus, hein, elle s'intéressait à tout ce qui était, entre autres, suggestion, hypnose, voilà, qui pourrait correspondre aujourd'hui à de la soufrou, des trucs comme ça. Mais je veux dire par là que les méthodes ont été employées. La façon de défiler la SS, par exemple, et notamment l'uniforme, il y avait un côté très hypnotique, hein, mais quand tu vois un uniforme de SS nazi en noir, avec les bottes et tout, c'était vachement calculé, avec la visière qui arrive juste au niveau des yeux. Il y a eu des études de fait, des choses qui ont été mises en place. On a fait tourner sur un disque, notamment la croix gammée à l'envers. En fait, elle a un pouvoir au niveau hypnose aussi. Quand elle tourne à l'envers, effectivement, c'est un peu comme si on avait un disque, effectivement, un peu avec une spirale ou autre, mais c'est un peu différent. Mais voilà, enfin, je veux dire, il y a énormément de choses qui ont été vérifiées, parce que ça passionne tout le monde, hein, les chercheurs aussi, tout le monde se dit, bon, ok, mais comment ce petit gars, Hitler, il a réussi à passer toutes ces étapes pour arriver à malheureusement, ce qu'il est devenu. Hmm. Donc voilà, et le pouvoir de la suggestion, il existe. Un commercial, j'allais plus simple, un commercial. Un commercial, c'est des fois on dit c'est un hypnotiseur qui s'ignore. Hmm. Mais le gars, il te vend un truc, tu as 14 jours aujourd'hui pour bien réfléchir après, pour savoir si tu peux... Bah oui, parce que tu t'es Ouais. fait rouler complet. Les panneaux solaires, je ne vais pas rentrer, bah, je vais me faire des ennemis, là. Les panneaux solaires, les trucs, là, les chauffages, là, maintenant, les pompes à chaleur et tout, combien il y a d'arnaques. En général, ils tombent d'ailleurs sur des personnes qui sont un peu fragiles psychologiquement, les personnes âgées. Qui n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin, mais on leur dit qu'elles en ont besoin. Puis ils portent problème, etc. Mais si tu vas par là, un commercial, c'est un beau parleur. C'est quelqu'un qui va vendre son truc. Ben, c'est un peu de l'hypnose. C'est un peu de l'hypnose. Alors, c'est pas de l'hypnose. Bon, la personne en face, elle tombe pas, elle n'est pas hypnotisée, mais elle est suggérée. Et dans le commerce, dans les magasins, partout, on utilise ces systèmes-là. Malheureusement. Carrément. Ouais, carrément. J'imagine dans les pubs, tout ce qui est même, tu sais, un peu les images subliminales, Bah, passer justement. des messages à ton inconscient. Voilà, on pourrait partir dans un domaine, on pourrait en parler des Ah heures. bah là, mais je peux en parler voilà, aussi parce que, ouais.
Ouais. Ah, si tu veux toucher un mot dessus, avec plaisir, hein. Ce Si tu veux subliminal, éduquer les gens là-dessus, quand on était au groupement national, enfin j'étais au groupement national des hypnotiseurs de France, on avait chaque année des congrès. C'est la pub, et oui, c'est encore moi, je te le redis, je sais, je te vois là, tu m'entends, abonne-toi, etc. Mais tu t'abonnes pas. Abonne-toi, frérot, serette, ça aide la chaîne, on va faire des trucs de fou, je te promets. Un petit abonnement, ça change rien à ta life, et pourtant, ça m'aide beaucoup. Allez, on reprend. Congrès où il y avait les Hmm. grosses sommités de l'hypnose, presque internationales, hein. Et on avait notamment un Belge qui venait chaque année. Et ce chercheur, moi, il m'a passionné parce que lui, il travaillait sur le subliminal. Et à chaque année, il nous faisait des projections de publicité où il nous montrait, en fait, quels étaient les messages qui étaient employés. Hmm. Et là, c'est incroyable. C'est l'histoire de... Bon, je remonte un peu loin avec les voitures. C'était l'époque de la 205 et la Renault 5. Hmm. Alors, il y avait la 205 qui était sortie en GTI. Et, bon, comme je suis passionné de voitures, je me rappelle un peu, mais c'est plutôt les américaines, tu le sais, moi. Mais par contre, il y avait aussi la R5 GT Turbo. Et à un moment, sur les films qui sont passés en télévision, ils ont employé la technique, ce qu'on appelle la 25e image. En fait, un film, normalement, quand il Hmm. tourne, c'est 24 images secondes. Et là, ils avaient mis tous les 24 images. À la 25e, ils avaient mis, je crois que c'était la Peugeot ou la Renault. Enfin, ils avaient inversé. Voilà. Ce qui est des fragments de secondes et qui n'est pas Tu le vu vois pas. À par l'optique, l'œil tu nu. le vois pas. Ouais. À l'optique, tu le vois pas. Résultat des courses, ben, ils ont vendu plus de voitures de la 25e image que de la voiture qui était réellement. Et les marques, c'était Renault et Peugeot, ont contribué. Ils ont fait ça ensemble, en plus, hein. C'est-à-dire que c'était Hmm. pas, ils n'ont pas volé le film pour mettre la 25e image, non, ils ont fait ça dans un accord complet. Voilà. Donc ça a été mis en place, et je veux dire, bah, ça a donné le résultat qu'on connaît. Donc il n'y a Hmm. pas eu que ça. Il y a eu une qui était très très sexuée d'ailleurs, hein. Bon, je vous la donne parce que, bon, à un moment, on voyait Mhm. des grands panneaux à Paris ou ailleurs dans les grandes villes qui faisaient des 4 par 3 minimum. Et on voyait une charmante jeune femme qui buvait à la bouteille. Je sais plus si c'était Hmm. Contrex, je me rappelle pas la marque, mais il me semble que c'était Contrex. Et en fait, la fille, bon, il y avait de l'eau qui coulait sur ses lèvres. Et en fait, ils avaient filigrammé, ça se voyait pas, hein, c'était dans Wow. l'affiche, ils avaient filigrammé carrément un sexe masculin. Waouh. Et ils avaient filigrammé quelques gouttes d'eau. En fait, bon, on était Qui carrément sur représente. la fellation, ouais, soyons clairs. Ouais, ouais. Alors bien sûr, totalement invisible, ça a été enlevé très rapidement. En fait, je veux dire par là que, Mais clairement... à l'œil, tu ne le voyais Ah non, pas, non, on à voyait l'œil nu. rien, c'était un filigrane hein, qui était totalement invisible, et voilà. Mais après, il y a des tas de choses qui ont été utilisées aussi avec Marlboro, avec Peter Stuyvesant. Il y avait, sur le sexe, il y avait Peter Stuyvesant, il y en avait une avec le paquet de cigarettes, là je ne l'ai pas, mais autrement j'aurais pu vous le montrer. Mais pareil, où en fait, quand tu prends ton paquet de Peter Stuyvesant, le seul truc que tu vois, c'est le mot sexe. Voilà. En fait, ton Hmm. cerveau n'enregistre que le filigrane, et bon, après, oui, bien sûr, tu vois ton paquet, mais en même temps, ton Hmm. cerveau a enregistré un autre message. Hmm. Oui, parce que dans ton conscient, tu vois un paquet de Ah bah cigarettes, oui, mais ton inconscient qui enregistre et qui emmagasine chacune des informations, voilà, il c'est prend une l'info. information qui passe, qui Hmm. reste. Le conscient ne la traite pas, mais dans l'inconscient, c'est pour ça, les amis, je fais une petite parenthèse, mais la 25e image, l'image subliminale, je recontextualise, mais c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures, mais vous voyez une publicité, vous, votre œil ne voit pas que pendant une fraction de seconde, il y a une image qui apparaît, mais votre subconscient, en traitant toutes les données, lui, la voit, l'enregistre, et on est bombardé d'informations de ce type-là. À quel but et à quel machin, on va pas développer ça, mais ça existe, c'est là, et on a un expert devant nous qui nous le confirme, donc oui. Ouais, voilà, mais chaque fois qu'on faisait les congrès à Paris, c'était souvent à Paris, hein, très honnêtement, on avait à chaque fois des surprises nouvelles sur de nouveaux produits. Et sa grande spécialité de ce chercheur, c'est d'ailleurs de nous faire marrer, parce que il arrivait Hmm. avec des films et des tas de diapositives et tout, il nous expliquait les dernières pubs de l'année, quoi. Mais à chaque fois, Ouais. les trucs, les éléments qui étaient utilisés étaient incroyables. Et je pense aujourd'hui, je parle de ça il y a X années, mais je pense aujourd'hui qu'avec les méthodes qu'on a sur le plan visuel et tout, ça doit être... Hmm. ouais. Ouais, ça doit être olé olé, quoi. Ah oui, là, c'est une Ouais. certitude, là. Ouais. Donc, les amis, sachez juste que ça existe, protégez-vous, mettez les bonnes choses dans votre tête, et voilà. Je bascule sur autre chose, mais qui concerne toujours le même sujet. Mais est-ce que tu as des... alors, pas tant des anecdotes, mais plutôt des témoignages de consultations
des choses qui, toi, vraiment t'ont marqué. Tu vois, je pense que tu en as eu des centaines. Mais est-ce que tu en as eu une ou deux qui t'ont vraiment marqué, qui te dit, ah ouais, là, ça a été possible, chaud patate, quoi. Ouais, je parlais tout à l'heure de névrose obsessionnelle, qui est le dernier stade, Mm. normalement, où on travaillait pas plus loin parce que bah, après, on touche à la partie psychotique de la personne. Mm. Donc, on rentre dans les psychoses, là, on est en psychiatrie. Voilà, nous, c'est de la psychologie. Mm. Hein, ouais, on va dire que c'est un petit peu la barrière pour faire simple. Et un jour, j'ai un patient qui vient, qui est souffert d'une névrose obsessionnelle, mais alors, la vraie, c'est-à-dire Mm. obsessionnelle au sens propre du terme, du matin au soir. Mm. Il me dit, est-ce que vous pouvez me prendre en soin? Donc j'établis le diagnostic, j'avais un dossier relativement précis sur le plan clinique, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends, je le prends pas? J'hésitais, hein, parce qu'on se dit toujours, bon, c'est quand même peut-être un risque. Hein, il peut y avoir des contre-indications, des choses comme ça. Et je le prends. Qu'est-ce que ça veut dire, névrose obsessionnelle, juste Bah, pour, c'est tout ce pour qui est, clarifier? on va dire, considéré comme étant état de problèmes normaux, on va dire. Je vais vous le faire simple, parce que on dit toujours que tout le monde a une névrose, on est tous des névrosés. Bon, c'est Freud qui était quand même dans ce courant-là. Bon, moi, je suis pas freudien, loin de là, mais bon, c'est vrai que on a tous une névrose. Alors, c'est effectivement quelque Mm. chose qui peut se développer au fur et à mesure de l'éducation, enfin, voilà. Et il y a des stades de plus en plus importants, de plus en plus sévères, si tu veux, avec des états dépressifs, anxio-dépressifs, puis ensuite des dépressions de plus en plus sévères, et des troubles notamment qui peuvent devenir effectivement obsédants dans un premier temps, puis obsessionnels. Alors là, on passe à la limite où la personne risque un petit peu de décrocher même de sa vie réelle pour aller dans la psychose. Mm. Hein, c'est vraiment Mm. la névrose et la psychose, voilà, il y a une barrière entre des gens, on va dire normaux entre guillemets. J'aime pas ce mot-là parce que ça voudrait dire que les autres. Mm. Et puis les psychoses Sont où les pas bien, personnes ouais. sont malheureusement en psychiatrie avec des problèmes relativement très très lourds et ils sont pas toujours soignables ou abordables hein, pour Mm. l'hypnose. Et là, effectivement, donc je me dis, bon, tout compte fait, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et je prends ce patient avec cette névrose obsessionnelle. En plus, j'étais quand même pas très très vieux dans le métier, mais enfin, j'y vais quand même, comme d'habitude. J'aime bien hein, aussi des fois les défis, hein, enfin, ça tu le sais. Donc j'y vais. Allez, je prends ce patient et puis je travaille. Et puis, bon, anecdote, bah voilà, au cabinet, un coup de téléphone, au départ très désagréable. Bonjour, professeur, je ne me rappelle plus, professeur Intel, de l'hôpital, machin, ok, ouf. Il paraît que vous avez monsieur Intel comme patient. Bon, je dis, ça a chauffé pour mes oreilles, là, mon petit gars, parce que bon, en plus, je connaissais Mm. la personne, la professeure, voilà, qui est une sommité en plus. Et deuxième jet, elle me dit, bon, c'est bien, qu'est-ce que vous lui avez fait? Mais comme ça, sur un ton, Mm. pouf. Oh, j'ai dit, bah, ça y est, c'est la mise à mort. Elle me dit, oui, qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai dit, écoutez, ça fait 2 mois, 3. Elle me dit, oui, je sais que vous travaillez avec. J'ai dit, ok. Bon, bon. Elle me dit, mais il va falloir que vous m'expliquiez ce que vous avez fait, parce que, en fait, nous, ça fait 17 ans ou 18 ans qu'il l'avait. On n'a pas eu un dixième du résultat que vous avez vous. Il m'a dit, Mm. je veux absolument vous rencontrer. Et c'est parti Ok. là-dessus. Et en fait, j'ai Mm. rencontré, puis après, bon, on a travaillé, effectivement, parce que, bon, il y a des patients, bon, alors, sur des patients qui étaient abordables, hein, parce que, bon, bien sûr, en psychiatrie Mm. lourde, après, on a une limite, on ne va pas aller travailler. Mais, effectivement, voilà, c'est des anecdotes de ce type-là. Une fois aussi, une patiente que j'ai, qui vient avec des troubles du sommeil, un sommeil séquencé, c'est-à-dire qu'en fait, là, au gros, la personne, elle dort en 40-45 minutes, elle se réveille 40-45 minutes, elle se rendort, et toute la nuit comme ça. Mm. Donc, c'est pas de l'insomnie, d'endormissement, de milieu de nuit, ou non, c'est du séquencé. Ok. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Direction laboratoire du sommeil. Elle va au laboratoire du sommeil, elle passe une nuit ou deux là-bas, donc il y a l'électrode partout, tac tac. Le matin, zut, on sort tout le bilan de cette patiente. Enfin, ils sortent là-bas, moi j'y étais pas, hein. Ils sortent le bilan, ben là il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, poum. Solution, Imovan ou Stilnox, en clair des hypnotiques, mais des produits, des somnifères. Parce qu'en Mm. fait, grosso modo, il n'y a pas grand-chose après pour rééduquer le sommeil. Et moi, cette patiente, elle vient, elle me dit, ouais, moi, je suis avec, je crois que c'était de l'Imovan. Elle me dit, je prends de l'Imovan depuis des années, je dors mal, mon sommeil, de toute façon, il est pas réparateur, je me lève le matin, je suis épuisé. J'ai dit, ok, bon, écoutez, on peut essayer avec l'hypnose, tac.
on fait les séances d'hypnose et le sommeil revient nickel. Elle revient au laboratoire du sommeil parce qu'elle avait un examen à faire 1 mois ou 2 mois après, et elle dit au professeur là-bas, donc elle dit bah écoutez, moi je dors comme à la fin, il n'y a pas de problème, moi tout va bien. Alors, le professeur, vachement surpris, il dit mais d'accord, et ce que vous prenez, c'est votre somnifère, ah non, mais je fais des séances d'hypnose depuis 1 mois ou 1 mois et demi, et depuis, impeccable, je dors comme impeccablement. Et là pareil aussi, bah, forcément, le professeur donc, qui était chargé du laboratoire de sommeil, c'était à Toulouse, bah, pareil, qui m'a téléphoné en me disant écoutez, il faudrait qu'on se voit, parce que là, j'avais vaguement entendu parler qu'on pouvait rééduquer le sommeil avec l'hypnose, et effectivement, là, j'ai cette patiente qui effectivement dort impeccablement. Donc voilà, et c'est des dizaines comme ça. Là, je viens d'avoir une patiente, pareil, pour des troubles obsessionnels compulsifs, lié notamment à la propreté, c'est-à-dire qu'elle passait l'aspirateur 25 fois dans la journée, elle se lavait les mains 150 fois, enfin j'exagère, mais on était en excès partout, et qui aujourd'hui, il n'y a plus rien. Alors si je regarde, c'est une patiente, elle est, je crois, sous Ferreur, c'est pas vieux, hein, parce que c'était hier ou avant-hier, on était à la 8e séance, terminé. 8e séance, Ok. c'est 8 heures de travail. Ça, en thérapie classique, c'est même pas la peine. Ouais, c'est impressionnant. Même pas la peine. Ouais. Et ouais, c'est fou. Pour les personnes qui... ça va un peu rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, mais j'allais dire pour les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un Dan dans leur vie, tu ne peux pas être partout et pour tout le monde, mais comment est-ce que... Je fais cette parenthèse pour ramener à cette question-là. Comment est-ce que selon toi, on détecte un bon d'un mauvais? Quels sont les red flags, donc les choses à éviter et à voir entre un bon et un mauvais hypnothérapeute? Et juste, je dis pas le spectacle, hein, je veux vraiment la personne qui va rentrer dans ta tête, qui va faire les bonnes choses. Voilà, même un bon médecin de cette pratique-là, quoi, tu vois. Bon, déjà, à la base, tu viens de prononcer le mot, pas miracle non plus. Bon, j'allais dire, consulter plutôt un médecin ou un psy. Ça, c'est pas mal, parce que ça permet quand même d'avoir au moins un diagnostic qui est précis, parce que voilà, aujourd'hui, il y a un petit peu ce côté apprenti sorcier, là, où les gens apprennent l'hypnose, et puis, bon, je vois souvent des séances, par exemple, on dit aux personnes, vous allez arrêter de fumer en une seule séance, mais c'est pas vrai. On peut arrêter la cigarette. Alors moi, je fais une différence entre arrêter la cigarette et arrêter de fumer. Alors tu vas me dire, c'est pareil. Pas tout à fait. Pour moi, arrêter la cigarette, c'est arrêter le symptôme. Arrêter de fumer, c'est devenir un non-fumeur. Et souvent, moi, je le fais en 3-4 séances, parce que même si la personne arrête en première séance, avec le goût, l'odeur, le gestuel, bon, c'est assez facile. Mais il ne faut pas s'arrêter là, parce que la personne est toujours fumeur dans sa tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui vapotent, et c'est comme s'ils fumaient, c'est pareil. Ils ont toujours le geste, ils ont toujours... voilà. Donc, c'est très important, c'est de faire un travail quand même sérieux. Et le diagnostic va être très très important. Donc c'est vrai qu'une personne qui va par exemple avoir un trouble obsessionnel compulsif, si tu n'es pas capable, toi, de le détecter et de diagnostiquer, bon déjà le diagnostic c'est pas toujours évident, tu vas mettre un pré-diagnostic et puis ensuite l'approfondir au fur et à mesure du temps. Donc voilà, des fois on peut poser un diagnostic au bout de 2-3 séances, hein, définitif, et encore. Voilà, mais c'est vrai qu'après il y a beaucoup de cabinets qui sont ouverts un peu, parce que pendant longtemps l'hypnose ça a été mise de côté. Il y avait l'avènement de la psychanalyse, hein, donc avec tout ce côté avec Freud, hein, qui au départ était un médecin hypnothérapeute en plus, il ne faut pas l'oublier. En plus il était médecin hypnothérapeute, mais bon, il n'était pas très bon apparemment en hypnose d'après ce qu'on sait historiquement, et il a laissé tomber l'hypnose pour arriver sur ce côté psychanalyse. Et en fait, donc c'est vrai qu'il va falloir plutôt se tourner sur des personnes qui vont être avec une certaine connaissance médicale ou paramédicale. Ça, c'est quand même une première garantie. Après, ça va être une histoire de personne et d'efficacité. Bon, de toute façon, dès la première ou deuxième séance, on va voir quand même, il y a un contact avec la personne, on va voir comment ça se passe, voilà, et voir aussi... Après, on n'aura jamais tous les éléments, parce que tu peux tomber, malheureusement, hein, encore des histoires tristes. Hein, quand j'étais au Groupement National, on surveillait justement le développement de l'hypnose, je t'avais dit, pour le sud de la France, pour ma part, et on avait effectivement, notamment à Toulouse, il y a eu un médecin, un psychiatre connu en plus, qui a utilisé l'hypnose, mais à des fins pas très saines. Hein, il a fini au tribunal, hein, quand même.
J'ai connu un kiné aussi qui a été condamné parce que, bon, avec ses patientes, il avait une dérive qui était relativement malsaine et Mm. voilà, et où les patientes se sont retrouvées dans des situations. Alors, je dis pas ça pour que tout le monde ait peur, hein, parce que bien Mm. heureusement, c'est une minorité, toute petite minorité, mais comme on a aussi des fois des mauvais médecins ou des mauvais praticiens ou des mauvais dans d'autres domaines, hein, c'est pas, voilà. Mm. Mais il faut savoir que ça existe. Donc, oui, plutôt des gens qui sont des professionnels, voir un petit peu au niveau de la formation ce qu'ils ont pu faire, effectivement, hein, c'est toujours bien. Maintenant, c'est vrai que les cabinets, après ce moment après la psychanalyse, l'hypnose était tombée un peu en désuétude, hein. C'est vrai qu'on était à un moment, ce que je disais, on était à exercer sur la France, on devait être dans les années 90 ou 80-90, on devait être, je sais pas, si on était 150 en France, Ah oui, ouais, ok. encore, je sais même pas. Au groupement professionnel, au groupement national, on était 500-600 personnes. Mais beaucoup de gens Mm. qui étaient passionnés par l'hypnose, mais qui n'étaient pas forcément tous des professionnels ou qui exerçaient. On n'était pas très très nombreux. Et donc on a traversé le Aujourd'hui? temps. Et aujourd'hui, bah, tu prends une ville comme Nice ou autre, il y a 150 dans la ville, quoi. Et, c'est pas plus, Ah oui, j'en ok. sais rien, j'exagère, mais il y en a partout, hein. De toute façon, c'est un peu comme la sophrologie, hein. Maintenant, tout le monde Mm. est. La sophrologie, il y en On a peut partout. s'auto-prétendre. On peut ouvrir. Moi, demain, si je veux, je peux ouvrir un cabinet et dire je suis hypnothérapeute. Ou c'est quand même agréé, il faut passer Alors, un diplôme ou. aujourd'hui, la formation qui existe en fac, il n'y en a qu'une, avec des UV. Aujourd'hui, les UV sont toujours pas reconnus. C'est-à-dire, tu peux aller en Ok. fac, tu passes tes UV, mais de toute façon, on ne les reconnaîtra pas. Et Mm. aujourd'hui, légalement, de toute façon, bien sûr, c'est fait avec des psys et des médecins, il y a pas. Mais la partie hypnose ne demande pas forcément de formation. Bon, Ok. très difficile d'aller pratiquer l'hypnose sans formation de toute façon. Après, le problème, c'est Mm. les formations qui sont données. C'est ça le problème aussi, Mm. hein. C'est-à-dire qu'on a des Ouais, bien sûr. formations, des écoles qui ont ouvertes, on se demande d'où ça sort. Enfin, des fois, je vois des Mm. cursus, les gens, ils ont un master ou un équivalent d'un soi-disant master en quelques mois, à peine. Mais même des fois, ça chiffre en semaines. Alors, il faut Mm. arrêter, quoi. Je veux dire, et des fois, il y a des formations aujourd'hui où tu reçois des PDF à la maison et le reste, tu le fais en téléconsultation. Mais tu vois personne, tu vois pas de patient, tu vois rien. Mais je veux dire, l'hypnose, ça reste de la pratique. Ça reste de la pratique. Moi, un jour, je peux donner une anecdote, puisque t'aimes bien les anecdotes. J'adore. J'ai ce fameux médecin, je parlais de gastro-entérologue, qui a malheureusement manqué commettre un acte Mm. relativement grave, j'en parlais tout à l'heure. Bon, je dirais pas où il est, parce que bon, ils sont à deux, c'est voilà, deux gastro-entérologues qui sont très, très, très bien installés. Et pareil, ils avaient, à un moment, je ne le savais pas, ils voulaient faire des endoscopies, des coloscopies en bloc opératoire sous hypnose. Donc ils sont partis à l'école, je ne dirais pas le nom non plus, voilà, bien connu en France, tout ça, où ils ont dépensé, je ne sais plus, c'était, je crois, 7 ou 8 000 euros chacun, c'est pas plus. Et puis, un jour, coup de téléphone au cabinet, oui, Dan, bon, il faut qu'on te voie parce que on pensait pas que tu faisais des formations, mais nous, on a fait des formations comme ça, comme ça, comme ça, et on s'aperçoit que quand on arrive en bloc, bah, ça marche pas, ça va pas. Mm. Ok, je prends la voiture, j'arrive là-bas au cabinet, je dis écoutez, c'est pas compliqué, hein, je vais faire le patient, je vais me mettre en position de patient et puis vous allez me montrer ce que vous avez appris, ce que vous savez faire en donc non seulement hypnose et surtout anesthésie, analgésie, sous hypnose, c'est pas quand même une partie importante. Alors là, formidable, fabuleux. Ça a duré un quart L'après-midi, il est d'heure, chouette. un quart d'heure même pas. J'ai passé les deux. Et bon, on en a rigolé, hein, parce que de toute façon, voilà, je dis bon, de toute façon, vous risquez pas de mettre quelqu'un en état d'hypnose comme ça, enfin, certainement pas pour une anesthésie, ça c'est hors question. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait avec des bons vieux systèmes qu'on utilisait avant, qui sont peut-être un peu voilà, archaïques, mais en attendant, ils marchaient. Ceux-là. Et en fait, on a fait 2 week-ends de formation. Aujourd'hui, ils ont endoscopie, coloscopie, sous hypnose, en cabinet, sans problème. Sans problème. Ils font des anesthésies sous hypnose. Oui, oui. Bah, ce que Wow. j'ai fait, moi, quand je me suis fait opérer pour les veines, Ouais. voilà, pareil, hein. Ouais, ouais, ouais. Alors là, je l'ai fait en Wow. auto-hypnose, mais j'aurais eu quelqu'un, je le Mm. mettais effectivement sous hypnose pour ensuite arriver à l'anesthésie de telle ou telle zone ou Ouais. telle partie. Mais voilà, donc les formations, oui, mais pas n'importe Mm. quoi. Pas n'importe quoi. Je comprends. Après, il y a des Et formations pour cette. tout qui sont pas très très bonnes, hein. C'est Mm. dans tous les domaines. Là, j'ai une amie naturopathe, elle a fait 6 ans. 6 ans d'études pour être naturopathe.
Elle m'a dit, c'est pas vieux, il y a quelques semaines, elle me dit, ah, bah, il y a un nouveau cabinet de naturopathie qui s'est ouvert, il a 250 mètres, 300 mètres de chez elle, la personne n'a même pas fait 1 an, 8 mois. Peuvent terminer naturopathe. Ouais. Attends, il y a un truc là, il y a un truc. Mm, 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 mm. Si tu devais faire une petite prédiction pour le futur, tu serais optimiste ou tu serais pessimiste quant à l'avancée de la démocratisation de l'hypnose, de ces formations, de l'école, de la pratique? Ça serait plutôt pessimiste ou optimiste selon Non, toi? optimiste, parce que d'abord je le suis, et puis d'abord je me permets souvent de critiquer, alors donc je peux me permettre aussi d'être optimiste, parce que c'est vrai que je ne fais pas la dentelle, tu le sais, hein, voilà, c'est ma façon d'être, hein, de toute façon je dis les choses, comme là j'ai parlé de choses que personne n'aurait osé dire, je pense. Tu prends un hypnothérapeute aujourd'hui, un hypnologue, il va pas te parler d'expérience limite comme on en a parlé, parce que bon, là je suis en train de casser Mm. l'image. Non, mais c'est clair, non, optimiste, oui, parce que je pense de toute façon que les mauvais hypnos s'éliminent tout seuls. Là, j'en avais autour de moi des cabinets qui ont ouvert, qui ont refermé au bout de 3 mois, 4 mois, parce que bon, voilà, moi j'ai des patients qui viennent chez moi en me disant, oh, bah, vous savez, j'ai vu 3-4 hypnos, ça n'a pas marché, puis bon, et puis après une séance ou deux, les personnes me disent, ah, bah, ça n'a rien à voir avec vous. Bah, j'ai oui, mais bon, voilà, c'est... Et ça, c'est Mm. peut-être le problème, c'est-à-dire c'est des formations, mais c'est valable pour toutes les professions. On va se retrouver en fait avec la même situation pour des tas de domaines. En fait, il y a des formations qui sont bien trop rapides, pas très sérieuses, où tu dépenses énormément d'argent, et en fait, il y a pas le truc, quoi. Voilà. Mm, mm. Ok. Écoute, il nous reste pas beaucoup de temps, je vois l'heure qui défile, mais on va encore creuser un ou deux trucs, mais je pense qu'on a un bon 10 minutes et après je vais devoir accrocher. Tu sais, le studio, ils sont très tac-tac. Mais pour des personnes qui nous écoutent, parce que c'est aussi le but, donc le but de ce podcast, c'est de discuter de comme on fait, on échange, les gens nous écoutent, mais c'est aussi qu'ils ressortent avec vraiment des apprentissages et des choses pragmatiques qu'ils peuvent utiliser. Imaginons que toutes ces personnes qui nous écoutent soient tes élèves, soient tes jeunes loups, comme tu aimes le dire, et que tu leur apportes quelque chose. Qu'est-ce que tu rapporterais à un jeune ou moins jeune, mais qui a envie de s'en sortir dans la vie, qui a envie d'avancer? C'est une question très vague, hein, volontairement, et qui veut reprendre un peu le contrôle de son esprit, de sa façon de penser. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Très vague, mais c'est pour te laisser le champ libre. Ouais, ah, ça me fait penser à quelqu'un, forcément. Hein. Oui, bah oui. Toi ou d'autres, que j'appelle effectivement les jeunes loups. Alors, c'est vrai que l'observation que j'avais faite quand j'ai monté les formations d'entreprise, on n'a pas tellement parlé d'ailleurs, les formations d'entreprise, c'est vrai que je me suis aperçu qu'il y avait toujours chez toute personne un certain potentiel, mais que la plupart du temps, il était freiné, on va dire, par les interdits, les croyances limitantes, enfin, machin, tout. Et je suis parti de l'idée que de toute façon, la possibilité de changer les gens existait. Alors, on ne va pas changer tout le monde, mais malgré tout, il y a toujours des potentialités qui existent. Donc, ça rejoint un peu tes idées aussi, de croire en soi, d'avoir confiance en soi. Mais toujours pareil, je reviens toujours à cette fameuse règle. Cette fameuse règle, au départ, on en a parlé, de l'équation de succès, conscient et inconscient en accord. Autrement, c'est pas bon. Et donc là, il va falloir effectivement travailler là-dessus. J'allais dire, n'hésitez pas à vous faire des fois coacher, vous faire aider, notamment sous hypnose, parce que vous avez gagné énormément de temps. C'est pas la peine d'aller vous embêter à faire des coachings tout va pendant des années. Parce que vous avez autre chose aussi à faire. Hein. Je dis pour les jeunes, là, hein, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors en plus, ces potentialités, elles existent, donc il faut les développer. Il faut vraiment que vous soyez avec des buts, des objectifs à atteindre qui sont de toute façon largement atteignables. Hein. Après, bon, il y a des demandes des fois qui sont un peu plus précises et plus spécifiques, mais il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Croyez en vous, avancez. Voilà. Faites attention, par contre, je maintiens quand même ce côté. Faites un petit peu attention aussi aux personnes que vous allez côtoyer dans certains domaines, notamment l'hypnose, hein, parce que c'est quand même important. Il faut toujours veiller à mettre un petit peu cette sécurité-là. Mais surtout, voilà, développez votre potentiel, mais surtout, faites-le. Oui, je vais dire, oui, je vous amener en fait à utiliser l'hypnose ou l'auto-hypnose, parce qu'en fait, vous allez gagner énormément de temps, et c'est quand même, c'est pas parce que c'est mon cheval de bataille, mais c'est vrai que je vois énormément de gens qui démarrent, je vais pas dire de zéro, mais qui ensuite performent d'une façon très très importante.
Et c'est ma grande satisfaction en même temps, parce que c'est important de voir des gens évoluer, comme je t'ai vu d'ailleurs évoluer, je me permets, hein, j'ai un petit côté papa là, Bien sûr. mais tant pis, c'est tonton, hein, tu es plutôt. Hein. Voilà, non, mais voilà, moi je me rappelle de toi, tant pis pour toi, hein, je vais raconter, tu m'as dit, on raconte la vérité, mais quand je t'ai vu au cabinet, la première fois, t'es venu, casquette retournée sur la tête, et je me rappelle très bien de ce que tu m'as dit, monsieur, je veux gagner 10 000 balles l'année prochaine, et je veux rouler en Mercedes. Et tu vois, ça m'est resté. Attends, ça m'est resté. Bon, je dirais pas le palmarès que tu as aujourd'hui, parce que de toute façon, je pense que tout le monde le connaît. Mais je veux dire, c'est un régal. C'est un régal de te voir comme ça, d'autres que tu connais d'ailleurs, hein, et qui sont proches de toi, et puis et tous ces jeunes, et toutes ces personnes voilà, il y a rien d'impossible. Par contre, il faut que vous ayez le mental qui va fonctionner avec. C'est pas simplement, je reviens sur cette phrase, il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir, il faut aussi que l'inconscient soit en accord avec ça. Si vous arrivez à mettre tout ça, cette équation, vous allez vraiment, vous la mettez en place, alors tout devient quasiment possible. Ah, ça, c'est clair. Magnifique, magique. Je rebondis une toute petite seconde, mais pour témoigner un peu de mon expérience, parce que je sais que ça intéresse les gens et j'ai pas le temps de le témoigner, les amis, pendant des heures. Mais le travail que j'ai fait avec Dan, effectivement, donc c'était dans mon année où je voulais absolument gagner mes 10 000 euros par mois. C'était mon objet, c'était limite obsessionnel, hein. J'étais un jeune fou. Lui il dit un jeune loup, mais j'étais plus un jeune fou. Et j'arrive avec Dan et il me parle de l'inconscient, du machin, du truc, ça me parle. Je lui dis, bah écoute, on va essayer, pourquoi pas. J'étais déjà connecté et branché sur le fait qu'on a un conscient, qu'on a un inconscient et que si les deux sont en désaccord, il va y avoir des choses qui vont freiner dans notre vie. Donc je me dis, si on peut travailler sur l'inconscient, why not? Chose que je décide de faire avec Dan. Et le premier gros travail, sans le développer, ça serait trop long, c'était un travail d'estime de soi et de confiance en soi. Alors je passe à l'action, j'étais chaud bouillant, comme je disais tout le temps, mais il y avait un manque d'estime de moi, un manque de confiance en moi, très attaché au regard des autres et à tout ça. Et en fait, en l'espace, alors des 2-3 premières séances, ça a été très dur de me lâcher, mais ensuite, je sortais des séances avec Dan et je me souvenais que je me surprenais à ne plus penser pareil qu'une heure avant la séance. C'est très, très étrange comme sensation, mais une pensée qui avant me dérangeait. Par exemple, je me souviens, je pensais à un ami à moi qui me jugeait, qui se moquait de moi et ça me rendait dingue. Eh bien, en sortant de la séance, je pensais à lui, je disais, mais qu'est-ce que j'en ai rien à taper, je m'en bats les cacahuètes, il pense ce qu'il veut. Et Dan a été un acteur majeur dans. C'est pour ça qu'à chaque fois, hein, j'ai une gratitude infinie et à chaque fois, dès que je peux lui faire un petit clin d'œil, je lui fais parce il a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Et je vous fais tout cette parenthèse pour vous dire ça, que parfois, on pense ne pas avoir besoin d'aide. Vous savez, vous faire aider, les amis, par un ami, par un coach, par un hypnothérapeute, par que sais-je, par un mentor, c'est pas que vous êtes faible, c'est que vous voulez progresser. Et c'est très différent. Et je pense que toute personne qui réussit dans la vie se fait aider à un moment pour progresser. Moi, il y a eu Dan, il y en a eu d'autres. J'ai encore des gens à l'heure actuelle qui m'accompagnent. Dan, je l'appelle à peu près une fois tous les 6 mois, un an. Je lui dis, mets-moi un coup de boost dans la tronche, il faut que je reparte. Et on se fait aider, en fait. Donc, n'hésitez pas, que ce soit avec Dan ou avec quelqu'un d'autre, ou peu importe les domaines, mais faites-vous aider, ça aide. Et parfois, tout seul, on est juste pas trop petit, mais on est juste pas assez alerte sur ce qui se passe. Et on peut pas s'aider tout seul, et on peut pas tout faire tout seul. Donc faites-vous aider. On va finir sur une petite chose, Dan. Je vais mettre dans la description de ce podcast pour que les gens puissent te contacter. Je mets tes réseaux et tout ça les yeux fermés et cette recommandation, je la permets. Donc vous allez dans la description, les amis, et vous, s'il faut contacter Dan, on mettra tout dans la description, hein, je vous ferai un truc propre. Est-ce que tu as du temps pour prendre certaines personnes, commenter quels sont tes projets, où tu en es? Et ensuite, on va raccrocher. Du temps pour prendre des personnes, oui, j'ai toujours un roulement systématique. C'est-à-dire, comme je travaille vite, j'ai toujours, voilà, je tourne à peu près sur une périodicité de 2 mois, 3 mois. Et moi, j'ai pas les gens pendant 15 ans, 20 ans en thérapie ou en coaching. Ça, c'est pas mon truc. J'ai gardé peut-être d'ailleurs de la marine ce côté très Hmm. un peu militaire par certains côtés. J'aime bien l'efficacité. Moi, si c'est pas efficace, ça va pas. Donc oui, il y a de la place. Oui, c'est vrai qu'il faut à peu près compter 1 mois et demi de travail pour qu'on ait vraiment des bons résultats avec quasiment tout le monde. Voilà, donc oui, après les projets, les projets, c'est reprise des conférences et des démonstrations, justement, avec même une accélération de cette année, enfin sur 2024, où on va certainement revenir sur même de la télé, voilà, des médias bien connus.
Et bon, j'en dirai pas plus pour le moment. Et aussi des formations qui vont se faire en présentiel, notamment sur Sophia Antipolis ou autres, pour tous les gens qui sont dans le business, que ce soit des networkers, que ce soit des chefs d'entreprise, des auto-entrepreneurs, mais qui veulent absolument performer, quoi. Parce que, voilà, le tout, c'est que vous ayez le mental. Si vous n'avez pas le mental, c'est comme un sportif, hein. Voilà, on va muscler le mental, hein. C'est vraiment important. Donc, déprogrammez tout ce qui vous embête avec l'éducation, avec les éléments négatifs, et mettez-vous en tête que vous pouvez réussir, mais par contre, il faut que votre inconscient soit d'accord avec ça. Et ça, je ne déborde pas de là-dessus, parce que c'est pour ça d'ailleurs, et tu le sais, j'étais pas toujours très très chaud sur tout ce qui était loi de l'attraction, machin, où il suffisait de se dire ouais, je vais réussir, il n'y a pas de problème. On s'est aperçu que ça marchait partiellement, hein, mais réaliser les choses, il faut vraiment qu'il y ait un mental qui soit vraiment en accord parfait. Ça, c'est clair et net là-dessus. Hein, c'est pour ça que voilà. Mais Magnifique. je suis à disposition de tout le monde, hein. Je ne suis pas Tonton en Dan sera là retraite, pour hein, vous. bientôt les 70 piges, mais j'envisage pas d'arrêter. Tant que je peux parler dans un micro et que je peux être présent, je serai là. Voilà. Il faut que tu te fasses de l'auto-hypnose pour durer au moins encore un bon 15 ans là pour les gens ont besoin de toi. Bah, Donc écoute, c'est un petit peu ce que je me faut suis faire. fixé. Je me suis dit, si j'arrive à 80, 85, mon ancien professeur, d'ailleurs le professeur Bajolet à Paris, faisait 2 consultations le matin et 3 l'après-midi, il avait 87 ans. Donc, je Hmm. n'ai pas dérogé à la règle, ça a été mon mentor. Voilà, donc je pense que je vais faire exactement la même chose, hein. De toute façon, je ne me vois pas aller cultiver un jardin, donc c'est pas la peine. Donc, voilà, la retraite, c'est pas pour moi. C'est pas Ah pour moi. ouais. L'hyperactivité de Dan. Ouais, on essaye, on Bon essaye. allez, on va devoir accrocher. Le Ok, studio me pas de fait signe problème. que c'est l'heure. Je Ok. t'embrasse mon Dan. Bah, moi Merci mille fois également. pour ce Et je te moment. dis à très vite, j'espère, Ouais, bah hein. ouais. Voilà, on se Je revoit pense que ça très a très été vite. très instructif. J'espère, Et pourquoi pas faire un épisode 2, hein, je propose ça souvent quand tu veux. parce qu'on aurait tellement de choses à faire, mais on verra les retours. Ah oui, les amis, bien évidemment, mettez dans les commentaires vos retours, vos questions si vous en avez, et que je poserai à Dan et je répondrai sur YouTube. Partagez autour de vous. Dites-nous si vous voulez éventuellement un épisode 2 avec tonton Dan pour aborder d'autres sujets, si oui, lesquels. Et voilà. Allez, je Ok, t'embrasse. bye Merci bye. mille Ciao, fois. ciao. Salut. Et Bye. Ciao. allez.